Et alors, on oublie quelquefois qu'il y a un autre animal qui donne également du lait en Europe, c'est la bufflonne. Chers amis qui nous regardez, qui nous écoutez, bonsoir avec Guy. Nous vous retrouvons ce soir pour continuer de parler de cuisine, de gastronomie. Et ce soir, donc, nous continuons, Guy continue dans le repas de réveillon et Guy va commencer à nous parler des fromages. Alors, il y aura 2 ou 3 épisodes. On ne sait pas encore, mais vous saurez tout sur le fromage. Guy a quelques informations à nous communiquer avant. Alors, on va plutôt parler d'informations plutôt que actualité, parce que, chers amis, vous avez constaté que nos épisodes sont, je les publie en différé, parfois avec 2 ou 3 semaines ou un mois de retard par rapport à la date d'enregistrement. Donc, ce ne sont plus vraiment des actualités, ce ne sont plus très fraîches. Donc, on va plutôt parler d'informations, n'est-ce pas, Guy? Oui, eh bien, bonjour Claude. Je dis bonjour également et plutôt que bonsoir, puisque nos auditeurs nous écouteront peut-être au petit matin ou pendant la Oui, nuit ouais, ou bien l'après-midi. Donc finalement, quand on leur dit bonsoir, c'est parce que nous enregistrons le soir, mais bon, en ouais. réalité, leur écoute sera peut-être autre. Donc, je vais parler fromage pendant quelques épisodes. Pourquoi? Parce que dans le cadre des menus de réveillon ici, je vais vous donner l'une ou l'autre recette, mais je ne vais pas les donner aujourd'hui. Je pense qu'avant de donner des recettes spécifiques qui vous éviteront d'acheter un plateau de fromage, il faut vous parler d'abord des fromages en général, de leur famille, de leur classement, un petit peu de leur fabrication pour que tout un chacun puisse un peu savoir, bon, qu'est-ce qui différencie un fromage d'une famille par rapport à une autre. Donc, ça va être une conversation beaucoup plus générale aujourd'hui sur l'ensemble des fromages qu'on peut trouver. Alors, je ne parlerai évidemment pas que des fromages français, puisque on se procure généralement des fromages provenant d'autres pays dans les crèmeries ou chez les fromagers Oui, qui en ont ouais, fait vraiment une vocation. Hein. oui, Ils sont capables de fournir des fromages, disons, de provenance diverses et très qualitatifs. Donc, ce serait un peu. Et puis, nous n'avons pas que des auditeurs français qui nous écoutent non plus. absolument, Il faut bien absolument. l'avouer. Donc, Oui, 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 je ne peux pas non plus sacrifier les autres auditeurs. Donc, je oui. parlerai des fromages de manière beaucoup plus générale. D'accord. Effectivement, quelques informations. Au préalable. Alors, allons-y, Claude. Allons-y. Guider la ligne des informations. Alors, Guy, avant de continuer sur les fromages dont tu vas nous parler en plusieurs épisodes, tu as quelques informations, je crois. Mon petit doigt me dit que tu vas nous parler d'un cuisinier belge qui vient de s'expatrier dans une très belle région française vinicole, n'est-ce pas? Tu vas Et qui est la Provence? Et qui est et la Provence? voilà, je te laisse continuer sur ce cuisinier belge qui a changé de latitude. Alors, l'information date de juillet 2022, mais ce qui m'a fait penser, c'est qu'on l'a vu à la télévision, au journal d'Antenne 2 un jour à midi, il y a quelque temps. Ah Enfin, oui, au journal de 13 heures, disons. Hein. oui, Donc, en fait, c'est un peu la mode. Toute une série de cuisiniers, lorsqu'ils atteignent la gloire, soit 2, 3 étoiles, 19 et demi sur 20 chez Goemio et les étoiles chez Michelin, décident de changer d'air. Alors, ils revendent leur établissement ou ils l'arrêtent tout simplement, même sans le revendre quelquefois. Et le cas ici, c'est un cuisinier du nom de Christophe Hardikest, qui tenait un restaurant à Bruxelles même, hein, qui avait donc 2 étoiles, qui avait plus de 19, je crois qu'il avait même 19 et demi sur 20 au Goemio, qui était une grosse pointure de la restauration en Belgique, et qui a décidé de cesser ses activités en Belgique. Alors, il a cessé, puis tout le monde s'est un peu ému en disant, mais enfin bon, comment se fait-il que vous arrêtiez si jeune, parce qu'il était très jeune aussi. Donc, il a décidé d'arrêter. Mais ces personnages qui ont une notoriété très jeune et qui sont restés très jeunes, parce qu'ils le sont réellement physiquement, oui, restent très peu de temps
sans travailler parce que le métier leur manque et ils ont choisi d'être cuisiniers par passion. oui, Donc, oui. bon, ben, quand on a une quarantaine d'années, généralement, on ne va pas se mettre au soleil, ou alors si on y va un petit peu, et puis après, on se lasse vite du soleil et du Oui, repos, oui, et, et le bout des doigts des manches de retravailler. Alors, oui. il avait peut-être envie de changer d'air, ça c'est possible aussi. Toujours est-il qu'il a repris un restaurant qui se trouve donc dans la région provençale, pas loin d'Avignon, et le restaurant, c'est à Châteauneuf-du-Pape, hein, donc Châteauneuf-du-Pape, qui est une localité vraiment du sud de la France, sur le Rhône, et qui est très, très, très connue pour Pour posséder ces des vins vins, magnifiques. eh oui, Hein, pour ses vins, bon, les vins rouges essentiellement, mais il y a oui, du Châteauneuf-du-Pape blanc également. Hein. oui, oui, Et oui. alors, l'établissement, ça s'appelle la Mère Germaine, qui est apparemment une maison, je suis allé voir un peu sur le net ce que l'on disait, c'est une maison qui était très, très, très ancienne, et qui possède à l'intérieur toute une série de peintures qui en font un peu sa renommée. Ah Alors, oui, bien, notre ami Christophe, donc, a décidé de produire une cuisine qui est à son image finalement, hein, mais oui, avec une idée quand même, c'est de, comment dirais-je, d'utiliser énormément de produits locaux. Hein, oui, donc, il va dans la région, il rencontre des vignerons, il rencontre des fromagers. Bon, la mer n'est pas très très loin, donc il rencontre des pêcheurs, et sa carte va véritablement s'inspirer de tous les produits locaux. Et bon, il faut bien reconnaître que la Provence est une région, comme quasiment toutes les régions de France. D'ailleurs, je crois il n'y a pas en France une région qui est pauvre en produits. Hein. Je oui, dirais que la plus pauvre, c'est sans doute la région parisienne, parce que vu le bâti qu'il y a en Île-de-France, en et tout cas dans oui, le centre de l'Île-de-France, bon, les asperges d'Argenteuil ont disparu depuis longtemps, hein, mais bon, absolument. euh, en tout cas, elles en portent encore le nom, mais on ne les trouve plus à Argenteuil, en tout cas. Oui, oui. Donc, la Provence est une région magnifique que je connais aussi pas mal parce que j'y ai travaillé d'ailleurs. J'ai travaillé à Cavaillon, là tout près. Ah Hein, oui, donc, c'est une ouais. région que je connais. Il n'y a pas que les melons non plus, Non. même si les melons sont omniprésents et très connus en été, bien sûr. Mais Ouais, on y trouve tout. On y trouve bien sûr les vins. On y trouve les agneaux, puisque la Provence est quand même une région à agneaux. Sisteron n'est pas loin, Lacro n'est mm, pas loin, les Alpilles ne sont pas loin. oui, On y trouve évidemment des fromages, essentiellement des fromages de type méridional, du style fromage de chèvre, par exemple, fromage de brebis. On y trouve ben, de la viande, puisque il y a quand même de l'élevage du côté de la Camargue, malgré tout, mais même oui, si avec les les taureaux. taureaux de concours ne sont pas forcément ceux qui donnent les meilleures viandes. Mais enfin, il y a des Oui, recettes oui. à base de viande de taureau de compétition, ça existe. Voilà, donc, ben voilà, Christophe Hardiquet est installé là-bas. Je suppose qu'il va sans doute rattraper au moins une étoile et peut-être même deux étoiles. Donc, on fuit des étoiles à un moment donné et puis on finit parfois par elles vous retombent sur le dos sans que vous ayez cherché à les avoir. Oui, Enfin, on oui, lui oui. souhaite beaucoup de réussite. On lui souhaite de la réussite à ce monsieur. Alors, tu vas également nous parler de friterie. Oui, je vais également vous parler de frites pour une raison toute simple, c'est que la frite en Belgique est une institution, comme vous le Oui, savez, oui. et périodiquement, généralement c'est chaque année, mais il y a ce que j'appellerais un classement, un concours, mais qui n'est pas un concours dans le sens où il n'y a pas un endroit où à telle date on va demander aux participants de produire quelque chose. C'est plutôt un concours qui a lieu par vote, par cooptation de la part des clients. Ah oui, Hein oui, qui, lorsque le concours est ouvert, vont signaler qui est pour eux le meilleur friturier. Alors, on peut dire ouais. friturier, on peut dire frituriste. En Belgique, en fait, une institution, c'est ce qu'on appelle la baraque à frites. Alors, la Oui, baraque à frites, à l'origine, qu'est-ce que c'était? C'était une petite roulotte, hein, c'était une ancienne caravane qui était réaménagée, qui se trouvait sur un lieu public, généralement une place, dans laquelle il y avait, bon, ben, il y avait les bacs, disons, d'huile bouillante. Il y en avait au moins deux, un pour faire les premières cuissons et un pour faire la deuxième cuisson. Hein, et puis il y avait une fenêtre qui s'ouvrait avec un volet abattant. Il y avait un petit comptoir. Et là, vous aviez toute une série de sauces qui étaient exposées. Et alors, ben, on vous délivrait les cornettes frites traditionnelles à partir de l'intérieur. Alors tout ça était interdit pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que mm, ces fameuses roulottes ne présentaient pas
toutes les garanties de sécurité, entre autres vis-à-vis des incendies. Donc, Oui. on a remplacé ça par des bâtiments, je dirais, en dur ou en semi-dur, c'est-à-dire des bâtiments permanents et non plus des bâtiments qu'on pouvait déplacer comme ça, simplement les tractant avec une voiture et les mettre ailleurs. Donc on a gardé généralement les emplacements d'origine, mais Oui. on a aménagé cela avec des édifices en maçonnerie, tout simplement, Mhm. ce qui permet une extension. Et généralement, il y a un mieux parce que il y a une salle de dégustation, une salle où on peut prendre des consommations et être à l'abri, entre autres, pendant la mauvaise saison, l'hiver, le printemps et à la fin de l'automne, on n'est plus obligé de manger les frites sous le volet de la caravane et Oui. de manger ça dehors à tous les vents. Donc, ce n'est pas Ouais. plus mal finalement. Ouais. Alors, Ouais. donc, ce sont véritablement des institutions. Il y en a quelques-unes qui sont extrêmement connues sur Bruxelles. Il y en a une qui est très connue sur Charleroi, c'est chez Robert Laffritte d'ailleurs, qui est décédé maintenant, mais l'institution continue. Et alors, le classement de la dernière, disons, édition fait la part belle aux friteries de la province du Luxembourg. Alors, je me demande un peu pourquoi, mais il y a énormément, donc sur les 15 premiers, il y en avait 6 que j'ai repérés qui viennent de localités, de villages qui sont situés en province de Luxembourg. Alors, la première, c'est le King Snack, qui se trouve à Neufchâteau. Alors, Neufchâteau est une localité qui est un petit peu de sinistre mémoire, parce que c'est là qu'a commencé l'affaire du trou, en réalité, Ah, qui a consisté il y a quelques années en une série de méfaits commis par le oui. bonhomme du même nom, tout Oui. simplement parce qu'une de ses dernières victimes, une petite fille donc de la région, avait été enlevée dans une localité qui s'appelle Bertry, et que le village de Bertry dépend de la juridiction administrative du point de vue de la justice du tribunal de Neufchâteau. Donc Neufchâteau était extrêmement connu pour cette raison-là, puisque les premières affaires je dirais, ont été révélées avec le tribunal de Neufchâteau. Mais enfin, Mhm. indépendamment de ça, j'y suis passé il y a 2 jours. C'est une jolie petite localité au milieu des Ardennes, disons très très moyennement touristique, mais enfin, elle mérite d'être connue pour autre chose que pour les affaires liées à l'affaire du Mhm. trou, entre Mhm. autres pour sa friture King Snack, qui est sans doute la meilleure de Wallonie. Ah Et oui. puis la deuxième, elle se trouve à Athus. Alors Athus, c'est une localité qui se trouve à l'extrême pointe sud-est de la Belgique, avec la frontière française, la frontière grand-ducale qui est à côté. C'est une localité qui n'a pas non plus laissé un très bon souvenir dans la mémoire des Belges, parce qu'elle fut à l'origine une grande ville industrielle due à la sidérurgie, puisque anciennement on extrayait du minerai de fer dans la région, et alors on y a implanté des usines, des sidérurgies, tout simplement. Ah Et puis oui. dans les années 70, quand ça n'a plus été rentable, c'est comme pour la sidérurgie de Lorraine, on a tout fermé, étant donné qu'il fallait importer du charbon et qu'il fallait finalement Ouais. importer le minerai de fer qu'on ne trouvait plus là-bas. Il fallait quand même l'importer d'ailleurs. Donc, on a décidé de fermer. Et bien, par contre, ils ont la friterie de Witt, qui est la deuxième du classement, ce qui n'est pas plus mal. Donc, voilà un petit peu pour la petite histoire des friteries. Alors, la troisième, elle se trouve dans le Hainaut. Elle se trouve pas loin de la frontière française, dans un village qu'on appelle Perruet. Par contre, Perruet a été connu gastronomiquement pour être je dirais, le lieu où se trouvait la fromagerie de Jacques Canche, qui était un des meilleurs, et qui existe encore toujours d'ailleurs, hein, un des meilleurs fromagers affineurs de Belgique. Alors ils ont donc le Soleno, qui est la troisième friterie la plus prisée en tout cas. Et puis après, bon ben la quatrième, on retourne de nouveau dans le Luxembourg et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour le classement. Très Alors je bien. rappelle quand même en vitesse ce qui fait la particularité des frites belges, parce que Oui. on pourrait toujours dire, tiens, mais bon, pourquoi les frites belges sont connues? Eh bien, il y a tout d'abord l'utilisation de la bonne pomme de terre. La bonne pomme de terre, c'est une binge. En tout cas, chez nous, c'est de la binge, qui est une pomme de terre à chair tendre, qui est une pomme de terre de gros calibre. C'est une pomme de terre d'origine hollandaise. Ce n'est pas une pomme de terre belge à l'origine. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça? Pas du tout. Pas du tout, hein? Eh Mhm. bien, binge, bon, c'est une variété qui a été créée par un botaniste qui était professeur par ailleurs, hein, et il a donné à la pomme de terre qu'il a créée le prénom d'une de ses élèves. Et Ah. l'élève s'appelait Binche Jansma. Et Binche, c'est au départ le prénom d'une jeune fille. Voilà. Hmm. D'accord. Et c'est pour ça que, Bon. comme on disait, c'est de la Charlotte ou de la Désirée, tout simplement. Oui, 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 Mais tout à Binche fait. est un prénom.
Donc c'est le prénom Ah, d'une jeune fille. Voilà. bon, bon, mais Donc, je suis content ah, on apprend d'apprendre tous les ça. jours, voilà, Absolument. bien sûr. Et alors, donc, c'est une pomme de terre qui est généralement relativement grosse parce que les belles frites sont des Oui, frites qui sont relativement longues. oui, Alors, quand les années sont mauvaises, quand il n'a pas plu suffisamment, par exemple, les pommes de terre ne se développent pas. Et on a à ce moment-là des pommes de terre de petit calibre. Alors, on annonce dans tous les journaux, ah, cette année-ci, les pommes de terre vont coûter plus cher. Donc, les frites vont coûter plus cher. Le paquet va passer de temps à temps l'unité et les frites seront petites. Donc ça a une importance, je dirais, d'ordre national chez nous, parce que ça fait la une des journaux, le prix du sachet de frites à la friterie. Hein. oui, Alors pourquoi est-ce qu'elles sont bonnes? Eh bien parce qu'elles sont cuites d'abord en deux fois. Alors ça c'est important, et dans certains pays, on ne cuit pas les frites en deux fois. Alors on les cuit d'abord dans un premier bain dont la température optimale est censée être de 143 degrés précisément au degré près. oui, D'après un frituriste ou un friturier liégeois que j'ai entendu un jour à la télévision, il s'exprimait en disant le secret des bonnes frites, c'est 143 degrés. Alors je le dis tout de suite, le particulier ne pourrait pas réaliser des frites de cette manière-là. Pourquoi? Parce que pour avoir une huile qui est en permanence à 143 degrés, il faut une installation professionnelle qu'on peut régler au degré près. oui, Hein. Lorsqu'elle va descendre à 142, elle va se remettre en route et lorsqu'elle va atteindre 144, elle va arrêter, hein, de manière à être en permanence à 143 degrés. Or, oui, quand on jette dans l'huile l'équivalent de 7-8 kilos de frites à pocher, ben, vous pensez bien que ça fait très rapidement descendre la température de l'huile et qu'il faut une évidemment. puissance de chauffe en dessous, Oui, je dirais, extrêmement forte. Et c'est donc au gaz, hein, c'est en principe au gaz que les professionnels travaillent. Donc il faut vraiment avoir une installation très précise. Alors 143 degrés va permettre de pocher la frite. Alors la pocher, ça veut dire qu'on va la cuire, mais sans coloration en oui, réalité. oui, Parce que oui, c'est ça le but, hein. Il faut qu'elle soit tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. oui, C'est la oui, raison pour laquelle, lorsqu'on remet les frites en cuisson, après avoir eu un repos d'à peu près une demi-heure et avoir été refroidies, ça c'est aussi important, il faut les mettre à ce moment dans un bain de matière grasse qui soit au moins de 180 degrés, voire même un peu plus, même 185. À ce moment-là, les frites vont même se réchauffer, mais elles ne doivent plus cuire à l'intérieur puisqu'elles y sont déjà, et elles vont se mettre à chanter. Alors à chanter, ça veut dire qu'elles vont faire un son particulier qu'elles n'ont pas au moment où on les met. Quand elles deviennent croustillantes, le son qu'elles émettent est différent. oui, Et à ce moment-là, le frituriste sait très bien qu'il doit enlever les frites. Il voit aussi à leur coloration. Hein. Et pendant tout ce temps, que ce soit au moment où on les poche ou au moment où on les repasse une deuxième fois dans la matière grasse, avec une grande araignée, on va les mélanger, on va les brasser de manière à ce qu'elles ne collent pas les unes avec les autres. oui, Ça oui, aussi, c'est extrêmement important. oui, oui, oui. Ensuite, on va les récupérer, donc lorsque la coloration désirée est atteinte, on va les récupérer et on va déjà les égoutter en les prenant, puisqu'on les prend avec une araignée. Hein. Donc on les Mhm. prend avec cette espèce de, je dirais, de d'écumoire, mais qui est faite de fils et non pas de trous dans De une trous. plaque. Oui, oui, oui. On va les égoutter et on Oui, les met dans une passoire à frites spéciale où on va les secouer en les salant, de manière également à ce que l'excédent de matière grasse tombe au travers des trous oui. de la grille. Et puis, on les sert dans plusieurs types de récipients. Hein. Le récipient, ça peut être, dans les moins bons cas, une barquette en plastique. Maintenant, ça devient de moins en moins le cas pour des raisons écologiques. Mais Oui. le traditionnel cornet de frites, c'est vraiment l'institution. C'est-à-dire qu'on achète des cornets qui font généralement une petite vingtaine de centimètres de hauteur Mhm. en carton léger. Et puis, on emballe des feuilles de papier gris autour pour agrandir le cornet, en Ah fait. oui, Et là, il y a oui. tout un art dans la manière d'emballer Ah, le cornet de frites, parce qu'en fait, selon le prix que vous payez, le cornet va être plus ou moins grand. Alors, il y a les ah, voilà. portions petites, les portions moyennes et les portions grandes. Et c'est la raison pour laquelle on met deux papiers. On met un premier papier qui forme une première couche et qui va rehausser le cornet, on va dire en gros de 6, 7, 8 centimètres. Et puis, quand on remet la deuxième feuille de papier, on l'enroule dans le cornet, mais plus haut. Donc, le cornet va s'évaser de plus en plus. Et surtout, lorsque les personnes, on leur demande, hein, est-ce que vous allez manger, c'est pour manger ici ou bien pour emporter? Et quand on dit emporter, on doit être capable de replier le dessus du cornet au-dessus des frites en plus, Oui, oui. hein, avec le papier qui dépasse.
et après on déchire légèrement le coin du papier au-dessus pour que la vapeur puisse s'échapper, que les frites restent croustillantes. Oui, C'est c'est ça. vraiment tout un art, hein, c'est Ah oui, en vraiment effet. En c'est tout effet. un art. Et alors le dernier point important qu'il est bon de signaler, c'est le type de graisse dans lequel on va cuire les frites. J'allais te poser la Alors, question. la graisse, c'est vraiment et quasiment obligatoirement, pour qu'elle soit authentique, de la graisse de bœuf dans laquelle on mettait anciennement un peu de graisse de cheval. Ah, Ça, c'était la recette authentique. Alors maintenant, on utilise beaucoup des graisses de bœuf, mais des graisses de bœuf raffinées. Et ça, c'est un petit peu le problème, c'est que pour trouver une friterie, et ça existe encore, hein, dont le goût des frites est authentique, il faut être sûr qu'elle se procure de la graisse qui a été, bien sûr, filtrée, hein, ça c'est clair, mais qui n'a oui. pas été raffinée par des moyens chimiques. Oui. Et alors la différence, on reconnaît les graisses, n'est-ce pas, tout simplement, c'est que la graisse qui est ultra raffinée, elle est blanche comme de la neige. Ah Or, de la oui. véritable graisse de bœuf, elle n'est pas blanche. Elle est très très légèrement jaune clair, très peu, hein, mais elle est un peu jaune clair. Et alors, quand on a de la graisse qui est jaune clair, on est sûr que c'est de la graisse qui a encore ce goût des frites authentiques à Oui. l'ancienne, tout Oui. simplement. Oh, très Voilà. bien. Donc Formidable. voilà pour les qualités de frites. Alors, ce qui fait aussi la particularité des frites en Belgique, c'est le nombre de sauces Ah qui oui. accompagnent les frites, hein. Il y en a une quarantaine à peu près, hein. Donc c'est Ah, énorme, hein, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que de la mayonnaise. Non, pas du tout. Traditionnellement, les frites se mangeaient avec de la moutarde. Et oui. anciennement, les friteries, disons, de réputation, quand on demandait de la moutarde, elles mettaient la moutarde gratuitement sur les frites. On ne la payait pas. Bon, maintenant, évidemment, on la paye. Alors, il y a aussi les petits cornichons, les oignons. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et alors, il y a toute une série de sauces dérivées de la mayonnaise. Les plus célèbres, c'est l'andalouse. Alors, l'andalouse, c'est une sauce qui est légèrement tomatée avec des fines herbes. Vous avez également la sauce samouraï, qui est une sauce piquante. Il y a la sauce Hawaï, qui est une sauce jaune qui est plutôt douce, hein. Et alors, elles sont toutes, je dirais, joliment colorées. Anciennement, c'était des colorants artificiels. Maintenant, ce sont surtout des colorants à base, entre autres, de jus de betterave et ainsi des Ah oui. carotènes. Ouais. Mais vous avez comme ça des sauces qui sont un peu rose fluo, qui sont un peu spéciales. C'est assez original. Et alors, quelque chose qui fait vraiment partie des traditions en Belgique, ce sont les accompagnements de viande. Alors, il y a la célèbre fricadelle ou fricandelle. Ah Alors oui. là, quasiment personne n'est capable de dire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu un sujet de rigolade parce que c'est une espèce de saucisse qui a un aspect un peu pané comme ça et qu'on va mettre dans la graisse pour la réchauffer, hein. Et alors cette fameuse fricandelle, quand on dit mais qu'est-ce qu'elle contient? Ah, sujet tabou, on ne sait pas trop. Bon, c'est produit par l'industrie évidemment agroalimentaire, c'est à base de viande, hein, mais on doit bien se douter que ce n'est pas du filet pur de bœuf qui se trouve à l'intérieur. Oui, évidemment, évidemment. C'est une belle Voilà. séquence dans Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, oui, tout à fait, parce que les Français du Nord ont vraiment adopté euh, les friteries à la belge, parce que anciennement, ils se déplaçaient en Belgique pour manger des frites, et puis ils se sont dit pourquoi pas les avoir chez nous. Oui, on va les faire chez Donc, nous. ils achètent énormément de produits de base en Belgique, hein, comme les fameuses sauces qui sont produites en Belgique par plusieurs firmes, et les fameuses fricadelles ou fricandelles, Hum, hum, euh, hum. dont tout le monde ignore la composition réelle. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a également les boulettes qu'on peut manger chaudes ou froides. Quand on Oui, les mange froides, bon, on les mange telles quelles. Elles peuvent être à l'ail ou sans ail. Et quand elles sont réchauffées, généralement, le frituriste fait une incision en croix au-dessus d'un des côtés de la boulette pour qu'elle se réchauffe plus facilement. Alors, vous ah avez des oui, oui. brochettes, Ouais. brochettes ziganes, brochettes de dinde, brochettes ardennaises, des brochettes panées, des brochettes enveloppées de pâte à frire. Enfin, vous avez de tout. Vous D'accord. avez vraiment de tout. Ok. Voilà. Très bien, parfait. Eh ben, merci Guy pour ces informations. En tout cas, j'ai appris enfin, ce que veut dire le mot binge, voilà, qui est le prénom de cette jeune fille pour Oui, et laquelle. si vous allez voir sur Internet, vous trouverez les informations. Oui, tout à Vous fait. verrez à quoi ressemble cette dame qui est morte maintenant, mais qui est morte à un âge vénérable aux Très bien. Pays-Bas. Très bien. Alors, venons-en à nos fromages et tu vas nous parler famille de fromages, comment on Je classe vais les vous parler fromages. famille de fromages et je vais vous parler classement des fromages. D'accord. Alors,
quand on pose la question, mais comment peut-on classer les fromages? Il y a des dizaines de manières possibles pour classer les fromages. Alors, pour n'en citer que quelques-unes, tout simplement. Ben, on peut déjà les classer par lait, évidemment, hein. Ça me Oui, paraît évident. Le oui, fromage, au départ, nous allons accepter, je dirais, les pseudo-fromages végétariens à base de lait de soja. Nous allons nous consacrer exclusivement au fromage à base de lait d'animal, hein. oui, Donc, en Europe, qu'est-ce qu'on trouve? Hein, sans aller chercher trop loin, on trouve essentiellement des fromages à base de lait de vache. C'est oui, vraiment la plus grande part de tous les fromages qui existent en tonnage et en variété et en quantité. Ce sont les fromages à base de lait de vache, tout simplement parce que la vache est le mammifère domestique européen par excellence, et oui, c'est celui qui donne les plus grandes quantités de lait, je dirais, sans faire plus d'efforts, parce que traire un animal, c'est donc se procurer le lait aux dépens de l'animal, en remplaçant le veau ou bien le cabri ou l'agneau. Euh, Traire est une opération qui se faisait anciennement à la main, qui est maintenant, disons, généralement mécanisée, très automatisée mécanisé. pour l'ensemble du cheptel. Oui, Mais l'effort de traire un animal, je dirais, n'est pas plus important de traire une vache qui va vous donner 20 litres de lait à la fois que traire une chèvre qui va vous en donner maximum un demi-litre à un litre, par exemple, hein. oui, 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 bien Donc, sûr. l'opération reste la même. Donc, la vache est évidemment de loin l'animal qui est le plus rentable au niveau de la production. Oui, Donc, on peut classer les fromages par lait. Alors, essentiellement de la vache. La chèvre va venir ensuite avec le mouton. Alors, chèvre et mouton vont plutôt se rencontrer dans les pays, disons, méridionaux, le sud de la France, hein, en oui, gros la moitié sud de la France, en Italie, en Espagne, en Grèce, évidemment, qui est un oui, très très grand pays de tradition oui. laitière, mais plutôt pour les Les, chèvres et les les moutons brebis, oui, et les brebis, pour une raison toute simple, c'est que l'alimentation de ces animaux n'est pas la même. oui. La vache a besoin d'une herbe, je dirais d'une herbe drue, d'une herbe grasse, d'une herbe Grâce, dense. oui, Elle a vert, besoin d'une belle herbe. oui. Là où les moutons et où les chèvres se contentent Oui. de prairies rases qui poussent naturellement sur des terrains rocailleux, des terrains pauvres. Mm, Alors, la mm, différence, c'est que le mouton, il va tondre l'herbe, la mm. chèvre, elle arrache l'herbe. L'arrache, Hein, c'est oui. connu. Ouais, ouais, Et généralement, là où je dirais la chèvre passe, plus rien ne pousse après, dit-on, ce qui est un peu exagéré, mais euh, quand une vache coupe l'herbe, il faut savoir comment la vache est conçue. Elle a des dents sur une des mâchoires et sur l'autre, elle n'a pas de dents. Elle a simplement, je dirais, l'os avec la gencive. Et alors, elle coince l'herbe, elle cisaille l'herbe mais en la coupant. Tandis que la chèvre, elle prend l'herbe et elle tire. Ce qui veut dire qu'elle va tirer l'herbe tout en prenant la racine de l'herbe. Ce qui veut Mm, dire que mm, mm. la racine étant arrachée, je dirais, la plante ne peut plus pousser. Il faut Bien qu'il y ait une sûr, autre graine qui germe et qui repousse. bien sûr. Alors, par contre, la chèvre était surtout, je dirais, liées aux petites familles et aux personnes plus pauvres. Il y avait Oui. évidemment des chèvres ailleurs que dans le midi de la France et dans la partie sud. L'avantage de la chèvre, c'est que à l'époque où les gens vivaient en semi-autarcie, voire en autarcie, il y avait une ou deux chèvres par ménage. Et on Mm, confiait généralement la chèvre à la grand-mère ou aux enfants, hein, mm, et mm. on allait sortir la chèvre. Quand on n'avait pas soi-même de terrain à mettre à disposition pour la chèvre, on allait dans les campagnes, dans les fossés, hein, là où l'herbe poussait, et on mettait, disons que la grand-mère mettait la chèvre au pieu, hein, donc au pieu, ce n'est pas au lit, évidemment, hein, euh, au pieu, c'est avec le piquet et la corde qui retient la chèvre, Comme la pour chèvre de éviter qu'elle Monsieur n'aille. Seguin. Oui, mais elle n'a pas été au pieu parce elle a réussi à les échapper, Ah, et alors elle a fait une mauvaise rencontre, hein, oui, donc, absolument, absolument. voilà. Et ne Ouais. pas oublier que la chèvre de Monsieur Seguin, c'est un peu une allégorie pour raconter aux jeunes filles qu'il n'est pas bon de s'éloigner de son papa et d'aller rencontrer de méchants garçons, hein. Oui, On oui, ne sait pas oui, toujours ça, hein, c'est que oui, absolument. le loup est la personnification du mauvais jeune homme Oui, qui peut vous faire beaucoup de mal, hein. Donc absolument. voilà, ceci dit en Mm, passant. mm, 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 Donc, la grand-mère allait conduire la chèvre ou les deux chèvres au fossé. Elle leur ramassait éventuellement également toute une série de choses, hein, qu'elle ramenait à l'étable, parce que la chèvre a l'avantage, c'est de manger quasiment tous les déchets du ménage, oui, hein, ce que la vache ne fait pas.
La chèvre, elle va vous manger des trognons de pommes, elle va vous manger des épluchures de pommes de terre, des fans de carottes et tout ce que vous avez qui n'est pas vraiment consommé dans le ménage. Et avec ça, elle va vous faire du lait. Alors, c'est évidemment très intéressant. J'ai connu, étant enfant dans le village d'où je viens, une famille qui avait encore sa chèvre et la chèvre permettait de subsister parce qu'elle produisait suffisamment de lait pour un ménage Oui, de 3 ou 4 personnes, hein, donc oui, c'était oui, pas mal. oui. Donc la chèvre, bon, ben, elle permettait non pas de faire des fromages ni du beurre, mais en tout cas d'avoir le lait journalier, on va dire ça comme ça. Mhm, mhm. Alors il est évident que maintenant les chèvreries ne travaillent plus avec des deux, trois chèvres, hein. Elles ont des troupeaux évidemment beaucoup plus grands. Les chèvres, parfois même, ne sortent plus du tout. Alors j'ai demandé dans une chèvrerie où je me fournissais en fromage pour des concours que j'avais disons supervisés au niveau de l'école. Je disais mais bon, pourquoi est-ce que les chèvres on ne les voit jamais dehors? Et alors on m'a expliqué qu'en fait c'était pour contenir certaines maladies. Il faut savoir que quand Ah vous oui. multipliez la présence d'animaux dans un certain lieu, c'est comme pour les humains, hein. S'il y en a une qui attrape une maladie, ben, elle refile la maladie aux autres. Mais Oui, si elle oui, va à l'extérieur, elle a plus de chances de rencontrer les microbes ou les parasites que si elle reste enfermée dans des oui, étables closes. oui, Donc voilà un peu la raison pour laquelle les chèvres sont souvent élevées je dirais, en bâtiment. Hein. oui, Alors, vous avez les moutons qui, eux, représentent également l'autre grande famille des fromages. Là, par contre, les moutons, on les sort généralement, hein. Si on va en France, dans des régions, je dirais, semi-désertiques comme les Causses, hein, qui sont ces grands plateaux calcaires qu'on trouve au sud du Massif central, vous avez évidemment des troupeaux de moutons, de brebis en l'occurrence, donc les femelles des ovins qui sont mises à pâturer là sur les hauteurs et qui rentrent, en tout cas pour être traites tous les jours afin de récolter le lait. Et alors on oublie quelquefois qu'il y a un autre animal qui donne également du lait en Europe, c'est la bufflonne. Alors la oui. Ah bufflonne, bah oui. c'est un animal de la famille des bovidés qui est très ancienne, qui provient d'Asie. Alors on se dit toujours, mais tiens, comment se fait-il qu'il y ait des buffles, hein, donc des bufflonnes, forcément les femelles, chez nous, essentiellement en Italie d'ailleurs? Eh bien, tout simplement, ça remonte à l'Antiquité. Alors, on se demande même si ça, bon, ça remonte à l'époque romaine, ça on en est quasiment certain, et on se demande même si ça ne remonterait pas à plus anciennement, à l'époque où Alexandre le Grand est allé jusqu'aux rives de l'Indus lorsqu'il a conquis tout l'Orient pour en faire son empire. Et là, on a rencontré, enfin, il a rencontré des troupeaux de buffles, puisque le buffle est par excellence un animal asiatique qui se plaisait à l'état naturel dans les marais, dans les rivières. C'est un animal qui fréquente à la fois la terre et l'eau. Et on pense que c'est à cette époque qu'on a importé en Europe les premiers buffles Ah oui. qui ont donné des descendants et qui à l'époque romaine existaient déjà et puis qui ont traversé je dirais, le Moyen Âge et puis jusqu'à l'époque actuelle. Et on trouve, entre autres, quelques troupeaux. Il y en a en tout cas un auquel je pense, ici en Belgique, où la ferme ne produit que des fromages à base, je dirais, de lait de bufflonne et qui Ah sont oui. particulièrement appréciés. Ouais. Donc voilà pour les laits. Alors, on peut aussi les classer par famille, mais ça, ce sera le dernier point que je développerai tout à l'heure. On peut les classer également par saison. Alors, par saison, c'est important parce qu'il y a les saisons de production et il y a les saisons de dégustation et ce ne sont pas les mêmes. Alors, les saisons de production, généralement, ce sont les saisons, je dirais, d'été. Mais la saison d'été, ça ne veut encore rien dire. Rappelons-nous, la vache est un mammifère. Elle a donc un ou des veaux. Généralement, c'est un veau, parfois c'est deux. L'agneau provient également, je dirais, d'une naissance qui était programmée, le cabri également. Et chez les animaux, à l'état naturel, en règle générale, les mises bas se produisent au printemps. Pourquoi? Parce que ça correspond tout simplement à la période où l'herbe va commencer à croître, elle va être disponible en meilleure quantité et qualité, et surtout, les journées sont moins froides et les nuits sont moins froides. Oui. Ça n'a pas beaucoup de sens pour l'animal lorsqu'il était sauvage de mettre au monde son rejeton à la sortie de l'automne, au début de l'hiver. Ça n'avait pas de sens. Donc les animaux mettaient bas
quand le printemps arrivait et quand la saison était bonne. Alors l'homme a évidemment fait un petit peu de changement à tout ça, puisqu'il peut diriger le moment de naissance, mais on sait très bien que l'agneau de Pâques, il n'est pas à Pâques parce que c'est Pâques, mais il est à Pâques parce que il est né quelques semaines avant et qu'on l'a élevé et qu'on le sacrifiait à Pâques, je dirais comme symbole de la religion catholique. Oui, Le cabri, c'était la même chose. oui, Et la chèvre, la vache ou la brebis donnent leur lait au départ, pas pour nous faire plaisir, mais pour nourrir leur rejeton. Alors heureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les races, mais heureusement que ces animaux acceptent encore de nous donner du lait sans que ce ne soit leur agneau, leur veau ou leur cabri qui soit au pis. Hein, oui, c'est quand même important. oui, Donc, il y a le moment où le lait est produit, et puis il y a le moment où le fromage est bon à être dégusté. Et là, ce n'est pas toujours le même. Il n'y a pas de date similaire, parce que les fromages, en fonction de ce qu'ils sont, n'ont pas la même durée de fabrication et la même durée d'affinement. On va prendre un exemple. Si vous consommez du fromage frais, vous récoltez le lait, vous réalisez le fromage, un jour, 2 jours, 3 jours après, vous pouvez le manger. Si maintenant vous êtes en alpage et que vous trayez vos bêtes au mois de juillet, les meules de fromage, elles sont bonnes plusieurs mois plus tard. Et c'était le but, oui, évidemment. Hein. bien sûr, Le il faut qu'elle fromage ça. est au départ, oui, c'est ça, mais le fromage au départ est un moyen de conserver le lait. Pourquoi? De nouveau, transportons-nous dans l'économie des temps anciens, à l'époque où il n'y avait pas de congélateur, pas de réfrigérateur. Maintenant, on pourrait dire, si les congélateurs avaient existé, on réalise du fromage frais, on le met au congélateur et puis on le mange quand on a envie. Non, il fallait mettre du fromage en réserve pour pouvoir le consommer en plein hiver quand les vaches ne donnaient plus leur lait. Oui, Et quand il y avait des difficultés éventuellement à leur trouver de l'alimentation et à les nourrir correctement. Et alors, l'alpage, ben, c'est normal que, vu sa situation à l'époque, quand il n'y avait pas de moyen de communication, on montait à l'alpage au début de l'été. On montait graduellement en altitude au fur et à mesure que les prés devenaient productifs, que les alpages devenaient productifs, et puis on redescendait au fur et à mesure qu'ils ne l'étaient plus. Et le lait qu'on avait récolté, il fallait bien le garder sous une forme ou sous une autre là-bas en altitude. Donc on réalisait de très très gros fromages qui étaient entreposés, qui pouvaient se garder pendant des semaines. Si on avait réalisé, je dirais, des fromages de type camembert en alpage, on aurait dû les descendre régulièrement. Ça n'avait pas de sens. Hein. absolument. Donc, vous Oui, voyez, oui, oui, c'est oui. ça qui explique, c'est un peu l'histoire et la géographie et les Mm. nécessités économiques d'une époque qui expliquent pourquoi on trouve de gros fromages dans les Alpes et non pas en Normandie, par exemple. Oui, Tout oui, simplement parce que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes et que la période d'affinage des uns et des autres ne requérait pas le même temps. mm, Donc, on pouvait en Normandie manger les fromages après quelques semaines. Par contre, dans les Alpes, on devait les garder pendant plusieurs semaines et on les descendait au moment où on regagnait les vallées. Et donc, tout ça s'explique. Donc, on peut évidemment les classer également par période optimale de production, mais également par période optimale de consommation, puisque oui, oui, certains fromages vont être bons après quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Sans compter que si on prend le cas des fromages de type fromage Grande Roue des Alpes, mais également les fromages italiens, vous pouvez très bien consommer des fromages après 6 mois, consommer des comtés après 12 mois, même après 18 mois, voire après 24 mois. 24 mois, 32 mois, Hein. oui, Et aussi. encore davantage. Et alors, Oui, oui. les fromages italiens de type parmesan, après des années, Ah évidemment. ben Hein. là, oui, Ah là, on peut monter à une dizaine d'années sans oui, problème pour oui, certains. oui, oui, oui. Hein. Ça représente un véritable capital investi et mis en sécurité. D'ailleurs, mon professeur d'italien qui était traiteur, c'était une dame, m'expliquait, enfin nous expliquait que pour certaines sociétés italiennes, le capital, donc productrice de fromage, j'entends, le capital investi et mis en sécurité sous forme de fromage valait capital financier à la banque. Hein, Oui, absolument. tellement Oui, il était important. Bon, il y a oui, des gens qui ont des millions sur leur compte en banque. Là, c'était des millions investis dans des meules de fromage, oui, tellement il y en a et qu'elle est, je dirais, mise en réserve, cette somme, sous forme de fromage pendant 5 ans, 10 ans. oui, Donc, oui. forcément, ça explique également que les fromages, lorsqu'ils vieillissent, acquièrent de la valeur et qu'on les vend beaucoup plus cher. Mm. Alors, il y a aussi les fromages, par exemple, auxquels on ne s'attendrait pas de leur donner une grande longévité. Pourtant, c'est le cas. Je prends le cas du fromage hollandais qu'on appelle le Gouda et que tout le monde connaît. Ah Hein. oui, C'est sans doute oui, le plus connu des fromages hollandais.
Je suis allé il y a quelque temps dans un restaurant huppé aux Pays-Bas et j'étais étonné de voir, et ça c'est quelque chose qui nous étonne parce qu'on n'est pas habitué, à quel point la variété des fromages à pâte demi-dure, donc cuite, est importante aux Pays-Bas. Si on prend le cas d'un gouda, on peut le manger quand on appelle ce fromage-là, le fromage printanier, au mois de mai. On peut le manger à partir du mois de mai, juin, et on a un gouda très très jeune qui fleure bon je dirais l'herbe qui est frais. Et puis, si Oui, vous laissez vieillir votre gouda jusqu'à 36 mois, vous avez un fromage qui devient aussi dur qu'un parmesan, qui perd en humidité parce qu'il s'assèche, mais qui devient tellement dur qu'on est obligé de le fractionner en éclats avec un couteau qui ressemble en fait à un petit burin, hein. oui, oui, j'ai Et vu alors ça. il devient rouge foncé, il devient brun, il devient Ouais. ocre, tellement il a séché et qu'il a durci. Donc vous voyez que les fromages, indépendamment de leur famille technique, peuvent avoir des duretés qu'ils n'ont pas, je dirais, intrinsèquement en fonction de leur famille. Alors il y a un autre fromage dont j'ai envie de vous parler, c'est le brie, par exemple. Oui, Alors il existe des bries de plusieurs origines. Et il y a ce qu'on appelle du brie noir. Alors c'est un brie qui est plutôt anecdotique et plutôt difficile à trouver. Je pense qu'il vient à l'origine de la ville de Nangis, dans le bassin parisien. C'est un brie qu'on laissait vieillir pendant des semaines, voire des mois, et qui, en séchant, devenait, je dirais, entre le brun foncé et le noir. oui, Alors, je n'en ai jamais mangé, hein, parce que c'est vraiment un produit qui est très confidentiel et qu'on ne doit plus réaliser, à mon avis, qu'à quelques exemplaires de temps en temps. Mais ça devait être curieux d'avoir un fromage à pâte molle croûte fleurie qu'on oui. laissait comme ça vieillir, je dirais, bien au-delà de ce que la logique voudrait et qui doit Mhm. développer des parfums, des goûts et des textures tout à fait différentes de celles qu'on connaît. Alors, on peut aussi classer les fromages par forme et par poids. Alors, les fromages les plus courants sont des fromages ronds. Alors, quel que soit, ils ont leur épaisseur. Mais vous avez des fromages en forme de tarte ou de galette. Ce sont les brilles, les coulommiers. Vous avez des fromages en forme de cylindre plus ou moins élevé. Je pense au Livaro, je pense au Langres, je pense à l'Époisse. Vous avez des fromages de forme carrée, je pense au Pont-l'Évêque, je pense au Maroilles, au Carré de l'Est. Vous avez des fromages en forme de cube, je pense au Herve. Oui, Vous avez des fromages en forme de meule. Ben, évidemment, ce sont les grands fromages des Alpes, les fromages de Gruyère, les oui. comtés, Et les Beaufort, Beauforts. Vous oui, avez des fromages en forme de cylindre. Là, je pense aux fourmes du oui, Massif central, les fromages bleus. absolument. Vous Oh, avez des fromages en forme de petits cylindres. Là, ouais. je pense au fromage de chèvre Oui, euh, qu'on trouve absolument. donc dans la vallée de la Loire. Oui, Vous avez des fromages en forme de pyramide, de nouveau des fromages de chèvre, oui, oui, soit oui. des pyramides, je dirais, carrées, coniques, soit des pyramides tronquées, hein, dans Mhm, cette famille-là. mhm. Vous avez également des fromages en forme de poire. C'est encore un fromage particulier. Oui, Je pense à la boulette d'Avenne et aux oui, boulettes belges. Ça, ce sont des fromages qui ont vraiment la forme d'un cône avec la pointe légèrement émoussée. ouais, Vous avez des ouais. fromages en forme de boule également, hein. Tout ce qui est Oui, édame, tout ce qui est mimolette, ce sont des oui, boules. oui. Vous Ouais. avez également des fromages en forme je dirais, de cercle troué. Ah oui, ça se Euh, voit moins, oui, ça. hein, ça se Oui, voit moins, hein. Alors vous oui. avez celui qu'on récupère, je cherche le nom parce que je l'avais sur le bout de la langue. On récupère à la fois, ce n'est pas le murol qui a cette forme-là. Je ne sais pas. Non, je ne sais, il me semblait que c'était le murol, mais je ne suis plus certain. Euh, et on récupère même la découpe qu'on en fait au départ, hein. On récupère même le centre qui a été retiré et on le vend également. Je crois que je crois que c'est le murol, mais je ne suis pas certain. Mhm. Alors, vous avez également, je dirais, l'emballage du fromage lui-même. Alors, l'emballage, il est un petit peu dicté par la famille à laquelle il appartient, hein. Oui, C'est-à-dire que vous avez donc des fromages à pâte naturelle, vous avez des fromages qui ont séché, vous avez des fromages qui ont une croûte fleurie bien veloutée, comme le camembert et le brie, tout en oui. sachant qu'à l'origine, dans son histoire, le camembert n'avait pas une croûte blanche, hein. Il faut savoir ça. Oui, La croûte blanche est arrivée lorsqu'on a ensemencé volontairement les fromages avec du pénicillium d'espèces cultivées. Et à l'origine, la flore naturelle du camembert lui donnait une croûte plutôt grisâtre, avec parfois des teintes un peu rouilles à certains endroits. Ça, c'est quand on laisse la flore naturelle se développer. Mais quand on ensemence avec du pénicillium,
sélectionner, on peut choisir la teinte qu'on donne à son fromage. Et dans ce cas-ci, on aimait bien, on a trouvé que les fromages blancs étaient plus vendables, hein, et plus jolis. Donc, on ensemence avec du pénicillium qui donne ultérieurement donc cette belle croûte Ah oui, veloutée blanche. oui, oui. Alors, vous avez des fromages qui sont colorés extérieurement avec une poudre qu'on appelle le rocoux et qui donne une croûte orangée. Alors, vous avez, donc je pense ici par exemple, euh, je suis en train de réfléchir, la mimolette par exemple, hein. La mimolette, Oui. c'est encore différent. On Mm. colore la mimolette avec le rocoux dans la pâte elle-même et forcément la croûte extérieurement est orangée. Alors, dans le cas de la mimolette, il est intéressant de savoir, c'est que plus la mimolette vieillit, plus sa croûte devient granuleuse et parfois même creusée de trous. Mm. Est-ce que vous savez d'où viennent les trous de la mimolette? Mais ce sont des petites bêtes. Ce sont les Sirions, hein, voilà. Ce sont Oui, des petits acariens oui, minuscules qu'on voit à peine à l'œil nu tellement ils sont petits. Bon, quand on a une loupe, on peut commencer à les voir. Ce sont ouais. donc des Sirions qu'on met volontairement sur la croûte du fromage et qui vont progressivement la ronger Mm. et qui font Mm. ces trous au fur et à mesure que le fromage devient plus vieux. Et alors, ces trous permettent au fromage de respirer et d'acquérir ce goût caractéristique. Et c'est la raison pour laquelle la mimolette a été interdite d'exportation aux États-Unis parce que les Américains se sont rendus compte que le fromage était parasité. Et pour eux, c'était une véritable tare. Donc, il a fallu jeter des tonnes de fromage, il faut savoir, au Ouais, moment où ils ouais, s'en sont rendus compte. ouais. Alors, ils ont exigé que soit la mimolette devait être exempte de ces acariens, soit il fallait par un procédé mécanique peler le fromage et ensuite le protéger en l'enrobant d'une couche de paraffine, ce qui n'avait plus beaucoup de sens, hein. Ah oui, Alors, il y a les fromages qui sont justement paraffinés. Alors là, vous trouvez quasiment toutes les couleurs, hein. Vous avez les dames hollandais qui est paraffiné en rouge, hein, qui forme une boule rouge. oui, oui, oui. Vous avez le gouda qui est paraffiné en jaune. Mais vous avez également du côté des fromages anglais et des fromages irlandais, des fromages qui sont paraffinés de la couleur qu'ils ont à l'intérieur. Je m'explique. Il y a des fromages à la sauge, il y a des fromages à la betterave rouge, il y a des fromages au canneberge, il y a des fromages aux myrtilles, hein, surtout en Angleterre. Eh bien, il y a une couche de cire de la couleur des particularités internes du fromage. Donc, on trouvera par exemple en Angleterre des fromages avec une garniture interne de myrtille. Eh bien, il y a une couche de paraffine euh, brun violacé autour. Ah oui. Vous avez des fromages à la sauge qui ont des marbrures verdâtres. Eh bien, vous trouverez une cire de couleur, je dirais, un peu vert pomme ou vert olive à l'extérieur, et ainsi de Mhm, suite. mhm. Voilà. Donc, il y a D'accord. la couleur. Alors, il y a les croûtes naturelles, comme par exemple celles des fromages de type, euh, de type gruyère, de type comté, hein, où il y a encore l'empreinte de l'étamine qui se trouve parfois un peu visible, hein, l'étamine qui a Oui, servi à égoutter le fromage. oui, 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 oui. Alors, vous avez, outre la couleur et l'aspect extérieur, vous avez la couleur et l'aspect à l'intérieur. Bon, vous avez évidemment les fromages qui sont jaune clair, c'est la majorité des fromages, bien entendu, mais vous avez des fromages qui, en vieillissant, j'en ai touché un mot tout à l'heure, deviennent parfois ocre, voire à cajou. Je pense au vieux gouda. Mais vous avez également les fromages, donc comme la mimolette, qui sont teints volontairement, et puis vous avez les fromages bleus. Alors, on dit les fromages bleus, en réalité, la moisissure, elle est entre le bleu et le vert. Ce sont tous les fromages à pâte persillée, les fourmes, hein, les fourmes d'Ambert, les fromages du Cantal, le bleu d'Auvergne, le bleu de Bresse, le Roquefort évidemment. Vous avez des fromages qui présentent aussi des lignes. Enfin, une ligne, c'est par exemple le Morbier, hein, Ah qui oui, présente une ligne noire, noire oui, bleutée, à peu près à la moitié de la hauteur du fromage. Et oui. vous savez à l'origine d'où vient cette ligne, je suppose, hein, quand vous êtes du Euh, coin là-bas. oui, j'ai une petite idée, c'est de la cendre, non? Non, Non, c'est pas vraiment de la cendre. c'est pas de la Alors, cendre. non, à l'origine, non. Bon, maintenant, on met de la, comment dirais-je, moi, de la poudre de bois, hein, donc de la poudre noire, tout à fait purifiée, comme on met autour des fromages de chèvre quand on fait des Oui, Saintes-Maures, hein. Mais à l'origine, on réalisait ce fromage-là donc en alpage et on faisait chauffer de lait dans un chaudron. Et le chaudron, il était
pendu au-dessus d'un feu de bûche d'épicéa. Et alors, avec le temps, la combustion de la bûche d'épicéa donnait de la suie sur le cul du chaudron. Oui, c'est ça, OK? oui. Oui, oui. Et alors, lorsque on fabriquait le fromage, en fait, pour le protéger des parasites, on le fabriquait généralement en deux étapes, avec le lait du matin et ensuite le Mm, lait de mm, l'après-midi, enfin mm, du soir. mm, mm. Et pour éviter la venue de parasites sur la partie du fromage qui était à l'air, on mettait le chaudron chaud sur le fromage de manière à le, je dirais, à le À le marquer protéger et c'est complètement, à oui. le protéger. Et Oui. c'était la suie du fond du chaudron qui marquait donc la ligne, Mhm. je dirais, noire entre Mm. les deux demi-fromages. Alors, comme c'était devenu une tradition qui n'avait plus de raison, je dirais techniquement d'être respectée, mais qui plaisait aux gens, eh bien, on y met donc de la poudre de bois végétal calciné, qui ne présente aucun danger, hein. C'est de la poudre de bois qu'on peut même trouver en pharmacie lorsqu'on a des ballonnements, hein. Donc ça ne Oui. présente évidemment plus Oui. aucun danger, mais on a gardé la tradition. Alors on trouve aux Pays-Bas, par exemple, un fromage qui est coloré, qui est veiné de bleu artificiellement. Mm. Euh, il y a un fromage à la lavande, par exemple, comme ça, qui est un genre de gouda à la lavande, qui est bleu violacé à l'intérieur. Et puis vous avez également aux Pays-Bas un autre fromage bleu qui est le bleu de Delft et qui est censé rappeler la porcelaine blanche et bleue de la ville de Delft aux Pays-Bas. Ah oui. Alors dans les fromages bleus et les fromages, disons, verts de type bleu danois, Roquefort, etc., vous avez des marbrures de couleurs différentes. Pourquoi ont-elles des aspects différents? Parce que ça dépend de la manière dont on va ensemencer le Pénicillium roqueforti à l'intérieur. Oui. Si on prend le cas du Roquefort, il est injecté avec des aiguilles. Donc vous avez à la base des trous d'aiguilles marqués de bleu et puis des veines de bleu qui se diffusent à partir de ces trous d'aiguilles. Et dans le cas du bleu d'Achel, qui est un des fromages bleus belges, dont on a déjà parlé, Oui. eh bien Oui. lui, on va saupoudrer le pénicillium qui va donner la couleur verte dans le cahier, ce qui veut dire que vous allez avoir des marbrures différentes de celles du Roquefort. Donc ça, c'est pour les couleurs internes. Mm. Vous avez également des textures qui sont différentes dans le classement des fromages, depuis le plus crémeux jusqu'au plus dur et au plus sec, en Oui. passant par toutes Oui. les nuances possibles, des fromages qui sont souples, des fromages qui sont onctueux, des fromages qui sont granuleux. Donc vous voyez qu'il y a énormément de manières dont on peut classer les fromages. Mm. Et alors, dernier point, on pourra encore classer les fromages par pays et par région. Alors, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais lorsqu'on réalise un plateau de fromage, on peut très bien faire un plateau, pardon, avec des fromages thématiques en disant, tiens, j'ai envie de ne faire un plateau qu'avec des fromages espagnols, ou bien un plateau avec des fromages italiens, ou bien un plateau avec des fromages uniquement du midi de la France, Mm. Mm. ou un plateau de fromages qui ne viennent que de la région de la Loire, ou du Nord, ou de Belgique, ou des Oui. Pays-Bas. Oui. Oui. Donc, C'est on peut aussi faire comme ça un classement de fromage par, je dirais, par zone par géographique. région. Oui. Oui. Tout à Et on fait. pourra encore faire un autre classement qui sera un classement cette fois-là par prix, en disant, je vais faire un plateau de fromage, mais uniquement que des fromages qui coûtent moins de 20 € le kilo. Mm. Bon, Mm. il faut parfois un petit peu chercher, hein, parce que maintenant, Oui. les C'est fromages peuvent être plus chers. oui. On peut Oui. aussi classer les fromages en disant, je ne prendrai que des fromages fermiers. Alors, Oui. qu'est-ce qu'un fromage fermier par rapport à un fromage industriel? C'est un fromage en général où on n'a pas pasteurisé ou stérilisé le lait. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le lait est un liquide donc naturel extrait du pis de l'animal qui le donne, mais qui peut être chargé en bactéries. Alors, spontanément, quand on réalise du fromage, le lait, lorsqu'on y ajoute soit des ferments, soit de la présure, c'est une enzyme qui était à l'origine extraite de la caillette des veaux, puisque le veau, lorsqu'il tète sa mère, doit être capable de digérer le lait. Pour le digérer, il le fait coaguler, et il le faisait grâce à une enzyme qui s'appelle la présure. Donc, on extrayait de la présure dans les estomacs des ruminants et des veaux principalement, et on n'en met que quelques gouttes dans le lait de manière à le faire cailler. Donc, ça c'est pour l'histoire. Alors, quelle est la différence entre les fromages fermiers et les autres? On va plutôt Oui. qualifier d'industriels. Ah oui. Tout à Le fait. lait donc provient du pis de l'animal, mais il peut être chargé en bactéries et il peut être également contaminé. À ce moment-là,
lorsqu'on a mis la présure, qui est donc cette enzyme qui permet de coaguler le lait, euh, on peut avoir un développement anarchique de la coagulation. Alors, le fait de stériliser le lait permet de l'ensemencer avec des ferments sélectionnés et de la présure sélectionnée, et on a toujours le même résultat. C'est un résultat qui ne change pas dans le temps. Les Oui, fromages industriels sont toujours les mêmes, ils ont toujours la même texture, le même goût, et ils passent par les mêmes stades de développement au même moment. On peut donc maîtriser particulièrement, je dirais, leur commercialisation. Tandis que lorsqu'on a des laits qui sont des laits qui n'ont pas été pasteurisés ou qui n'ont pas été stérilisés, on des est un laits peu plus crus. dépendant de la Oui, nature, des laits crus. ouais, Hein, on est donc plus dépendant de la nature. Donc ouais. là, ça devient un peu plus aléatoire. Et surtout, c'est que dans les laits crus, on peut avoir une bactérie qui se développe et qui n'est absolument pas souhaitable. Ce sont les bactéries de type Listeria. Oui, Et ce dont sont des on parle. bactéries qui peuvent donner un produit qui, lorsqu'elles sont trop nombreuses, trop présentes, je dirais, dans le produit, peuvent être dangereuses pour les personnes fragiles, Très, très les personnes dangereuse. immunodéprimées, les Oui. personnes âgées, ou les personnes qui sont particulièrement sensibles, les enfants, par exemple. Mm, Donc, la mm, différence entre les laits crus pour le fromage et les laits pasteurisés, c'est que les fromages au lait cru ont généralement un goût beaucoup plus puissant, beaucoup mm, plus typé, beaucoup plus naturel, mais mm, par contre, ils sont susceptibles d'être éventuellement dangereux à la consommation s'ils ne sont pas travaillés dans des conditions mm. optimales de sécurité et surtout Oui, d'hygiène. oui, Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on voit dans la presse, attention, telle firme ou tel magasin rappelle toutes les boîtes ou toutes les marques, disons, de fromage, une telle ou une telle, qui porte tel numéro de lot parce que on a découvert donc de la présence de l'hystéria dans les mm, fromages. mm, mm. Voilà, donc ça c'est toutes les manières donc, dont on peut classer les fromages. Mais la plus importante, c'est la manière dont on les fabrique, c'est donc les familles techniques. Alors il y a encore également un autre classement qui consiste en familles dites gastronomiques, mais je ne vais pas en parler. Oui, Alors, les familles techniques, quelles sont-elles? Si on commence, je dirais, des grandes étapes de fabrication du fromage, on va passer par quasiment toutes les familles en fonction de ce qu'on va faire. Hein. On commence par récolter le lait, on va le filtrer, on va éventuellement le stériliser, donc je viens d'en parler. On va l'ensemencer, soit avec des ferments, soit avec de la présure, et on va laisser le caillé se former. Le caillé, qu'est-ce que c'est? C'est une coagulation des protéines du lait, et vous allez avoir une séparation entre ce qu'on appelle un sérum, c'est donc un liquide généralement un peu verdâtre, un peu translucide, qui va se séparer d'une masse blanche coagulée. Alors cette masse blanche coagulée, on va la récupérer. Alors selon les opérations, on la récupère en entier, on la récupère en morceaux, on la récupère après l'avoir coupée en petits morceaux grâce à ce qu'on appelle une guitare. Tout ça dépend un petit peu de la famille. Alors si on veut du fromage frais, ben, on récupère tout de suite le caillé, c'est donc cette partie coagulée, on la met égoutter, on la met égoutter généralement du soir jusqu'au lendemain matin, et on commercialise le fromage directement. Hein. oui, oui, Ce qu'on appelle des maquets, des fromages blancs, c'est ce genre de produit qu'on peut avoir sous différentes textures. On peut avoir, par exemple, une version un peu anglaise, ce seront des cottage cheese avec un granulat apparent assez important. Hein, vous avez des petits nodules, ils ont de la taille de très petits pois comme ça qui oui, sont présents. Et vous oui, avez des fromages qui sont brassés, qui sont malaxés, de manière à avoir une consistance tout à fait lisse. Alors dans ces fromages, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des fromages qui contiennent 0% de matière grasse si le lait est écrémé, des fromages qui contiennent l'entièreté de la matière grasse du lait, c'est-à-dire à peu près 4%, et vous avez des fromages qui contiennent, je dirais, 2%, 2% et demi. À oui, noter que dans les fromages frais, vous avez deux types. Vous avez ceux qui contiennent l'entièreté du lait qui a été mis en œuvre et d'autres qui ont déjà été plus ou moins égouttés. Hein. Donc attention, tous les fromages frais ne sont pas forcément concentrés en protéines, en matière solide, autant les uns que les autres. Il y a oui, de tout. Hein. Il y a des fromages qui ressemblent finalement un peu à des yaourts, mais un peu plus épais, et il y en a qui ont déjà été égouttés en partie. Alors vous avez les yaourts aussi et les laits fermentés. oui, Ce sont des fromages qui sont un petit peu particuliers parce que ce sont des fromages qu'on va plutôt appeler des fromages, disons, de dessert, dans le sens où
on va rarement consommer un yaourt aux fraises sur un plateau de fromage. Les enfants Oui. éventuellement, parce que eux aiment bien et si on veut leur en donner. Mais ce sont des produits laitiers plus que de véritables fromages en réalité, hein, tout ce qu'on appelle les yaourts, les kéfirs et Hein. ce genre de Mhm. produits. Alors, les fromages frais aromatisés, peuvent être aromatisés avec des fines herbes, avec du poivre, hein. On a une certaine marque bien connue en France qui faisait sa publicité à une époque en ayant ses fromages entièrement enrobés de poivre et qui maintenant mélange plutôt le poivre concassé à l'intérieur de la masse. Oui. On peut les manger nature, on peut les manger avec des coulis, mais tous les accompagnements, j'en reparlerai un autre jour. Alors l'autre étape consiste à faire des fromages, on va commencer à affiner. Donc on va récupérer ce cahier, on va le mettre dans des moules qu'on appelle des faisselles. Alors les faisselles à l'origine, c'était une porcelaine trouée de minuscules petits trous. Il y avait également des faisselles en osier ou en bois. Maintenant, les faisselles sont obligatoirement en plastique lavable ou en métal de manière à être beaucoup plus saines d'un point de vue bactériologique. Alors on va mettre donc le lait, une fois qu'il a caillé, dans ces faisselles, on va le laisser goûter et ensuite on va récupérer les fromages après un temps d'égouttage qui est variable selon les fromages et on va donc les mettre sur des clés et les affiner. Alors dans les affinoirs qu'on appelle des haloirs se trouvent généralement présentes des bactéries et des moisissures naturelles, mais on peut aussi aider les fromages en les saupoudrant de ferments de manière à gagner du temps et surtout à avoir des uniformités dans la croûte, plutôt que Oui. de laisser faire la nature Oui. et d'avoir des croûtes où peuvent se développer des moisissures souhaitables et d'autres qui ne le sont pas. En ne mettant que des moisissures souhaitables, on a évidemment un meilleur résultat. Et ce sont les fromages de type camembert, de type coulommiers, de type brie. Et tous ces fromages, on va les appeler des fromages à pâte molle parce que la pâte, elle est molle, elle n'est pas dure. À pâte molle, croûte fleurie, ce qui signifie qu'il y a une flore qui s'est développée sur la croûte. Alors, les fromages à pâte molle croûte fleurie passent également par des stades d'affinage. Au Oui. départ, on a un fromage qui est crayeux et qui, progressivement, en vieillissant, va perdre ce statut, cette conformité crayeuse et va s'affiner en devenant de plus en plus mou. Alors, un camembert, pour prendre cet exemple-là, mais c'est le même pour les autres, comme le brie, se consomme quand la fameuse couche crayeuse finit par disparaître. Elle ne sera plus présente que sous forme d'une ligne de 1 voire 2 millimètres, pas davantage. On considère que c'est là que le fromage est le meilleur quant à sa consommation. Alors, une manière de le vérifier, c'est de le tâter, évidemment. Maintenant, les fromages qu'on vend en grande surface sont conçus pour être commercialisés à leur optimum. Quand vous allez chez un fromager affineur, lui, par contre, il connaît ses lots, il sait quand il a fait rentrer un lot et il sait quand le fromage va être à son optimal. Il va vous demander, vous préférez le fromage encore un peu jeune ou un peu plus affiné, et selon ce que vous allez dire, va vous donner un exemplaire qui sera soit encore un tout petit peu crayeux, soit il ne le sera plus du tout selon vos désirs. Et si vous achetez un fromage qui est un petit peu crayeux, il suffit tout simplement de le laisser à température ambiante pendant un jour ou deux, et il sera évidemment à point au niveau de la consommation. Vous avez le pendant de ces fromages-là, qui est le fromage à pâte molle et croûte lavée. Alors, dans Hmm. cette famille-là, vous allez retrouver par exemple le fromage de Herve, vous allez retrouver le maroilles, vous allez retrouver de l'angre, vous allez retrouver les poisses, vous allez retrouver de l'ivaro. Je cite ceux qui me viennent comme ça en Oui, tête. oui, oui, oui. Généralement, ils sont lavés avec une eau salée, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut les laver avec une eau alcoolisée ou avec de l'alcool. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, par exemple, en Alsace, du Munster lavé au mar de Gewürztraminer. Ou bien Ah. on va retrouver du Carré de l'Est lavé avec de l'alcool de Mirabelle en Lorraine. Hmm. Et on va retrouver en Belgique des fromages qui sont lavés à la bière. Voilà. Ah ben oui. Bah oui, eh Ah oui. oui. Alors le R, je vous le dis tout de suite, il est généralement lavé, lui, avec de l'eau salée, rien d'autre, hein. Mais on peut trouver des fromages qui sont lavés, par exemple, avec un alcool qu'on appelle le Péquet, et qui est tout simplement un gin qui porte un autre nom. Donc un alcool blanc, de grain, mais parfumé au genièvre. Donc tout est possible. Et alors le fait d'ajouter de l'alcool ou bien du sel va empêcher les moisissures de se mettre en surface, tout Oui. simplement. Hmm. Hein, ça empêche la floraison et le développement d'une flore de moisissure de type camembert.
Et alors, vous avez par contre, lorsque vous avez empêché cette moisissure particulière de se développer, vous avez une autre moisissure qui vient et qui forme une espèce de soin comme ça, et qui a des teintes de couleur orangeâtre ou bien rougeâtre. C'est le cas sur le fromage de maroilles, c'est le cas également sur le fromage de Herve. Donc, il y a une autre moisissure qui peut arriver. On peut également avoir un début de moisissure blanche qui revient, hein, et qui donne une petite floraison, mais extrêmement limitée. Alors, ce sont généralement des fromages qui sont très odorants. Oui, Alors, on dit généralement, bon, hein, vous avez en France un fromage qu'on appelle le pied d'anglois, que tout le monde aura traduit par pied d'anglais, ce qui n'est évidemment pas très flatteur pour les Anglais, vu l'odeur du fromage. Et alors, on a remarqué qu'en fait, les moisissures qui se développent naturellement sur les pieds, quand on les néglige, enfin, je vais dire ça comme ça, étaient de même nature que celles qui se développent sur les fromages en question, d'où la similarité dans les odeurs, tout simplement. Parce que la nature fait bien les choses et elle reproduit généralement les mêmes choses. Les bactéries, lorsqu'elles se développent, finissent par développer des odeurs lorsqu'elles sont en très grand nombre, et les odeurs qu'on a sur la peau, lorsque la peau est maintenue dans un état d'humidité et de chaleur, sont similaires à celles qu'on retrouve à la surface de certains mhm, fromages. mhm, mhm. Alors, ce sont des fromages qui généralement ont une très forte odeur au nez, mais qui sont généralement très Oui, doux en bouche, ce oui, qui est parfois absolument. paradoxal et Mm, surprenant. mm. De nouveau, comme les fromages à pâte, dans les croûtes fleuries, ils ont des états de maturité qui font que on peut les consommer selon son désir à divers états de maturité. Si vous achetez ce qu'on appelle du Herve blanc, qui n'est trouvable que dans la région de Herve évidemment, vous avez un fromage frais avant affinage, mais qui est très compact, qui est relativement dense, mais qui n'a évidemment pas les mêmes odeurs ni la même texture qu'un Herve affiné, Oui, puisqu'il n'a sans pas eu doute. les X semaines Oui, d'affinage. oui, Et quand vous achetez le fromage qui est relativement jeune, il va encore être un peu crayeux et un peu dur à l'intérieur. Et lorsque vous l'achetez parfaitement affiné, il va être tout à fait mou à l'intérieur. Donc, lorsqu'on achète un fromage, selon l'état de maturité, on n'a pas ni toujours le même goût, ni toujours la même texture. De là l'importance de savoir ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche un fromage avec un goût puissant et fort, ou est-ce qu'on recherche un fromage avec un goût plus léger? Et de oui, nouveau, c'est le fromager affineur qui pourra vous renseigner. Alors, la catégorie de fromages suivante, ce sont des fromages qui portent plusieurs noms. On les appelle quelquefois fromage à pâte demi-dure, ou bien fromage à pâte demi-dure non cuite, ou fromage à pâte pressée demi-dure. Ce sont tous des noms qu'on va retrouver pour la même catégorie de fromage. Alors, en quoi consiste-t-il? On va faire chauffer le lait légèrement, c'est-à-dire jusqu'à une température qui est toujours inférieure à 50 degrés obligatoirement. Ça peut être tout simplement un fromage qu'on va ensemencer lorsque le lait est tiède, c'est-à-dire qu'on vient de l'extraire du pied de la vache, mais on peut aussi avoir été obligé de chauffer légèrement le lait. Tout ça dépend du type de fromage, hein, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. oui, Alors, une fois que le fromage a été coagulé, on va le récupérer. Généralement, on le récupère avec une étamine. On peut le mettre dans des moules de petite dimension, dans des moules de plus grande dimension, et on va les presser. On va les presser de manière, je dirais, mécanique ou de manière artificielle. Soit de manière mécanique avec une presse qui va fonctionner et qui va appuyer en permanence sur le cahier, soit avec tout simplement un poids qui va agir, je vais dire, à son aise. Hein, ça peut être un poids sous forme de pierre, sous forme je dirais, d'un autre bloc de bois. Il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Et on va presser le fromage de manière à extraire au maximum le sérum qui se trouve dans le cahier, tout simplement. Et lorsque le fromage est suffisamment pressé et qu'il est manipulable, on va le mettre de nouveau dans des haloirs sur des clés et on va le laisser vieillir. Alors, il y a deux possibilités. Soit le fromage va être salé par l'extérieur lorsqu'on le lave, soit le fromage est salé directement dans la masse et éventuellement coloré. Je vais prendre le cas de la mimolette, qui est je dirais, une copie au départ du fromage des dames, hein. Vous savez à quelle époque on a inventé la mimolette en France? mais la mimolade, c'est pas français. Ah si, la mimolette, c'est français. Ah bon? Bon. La mimolette, c'est du nord de la France. Alors, c'est une copie de... Alors, il y a de la mimolette hollandaise, mais la mimolette, c'est un mot qui est français. Le véritable fromage d'origine, c'est les dames, hein, qui est un fromage hollandais. Et alors, Ouais. la mimolette, elle vient de la région du Nord-Pas-de-Calais, de la région de Lille.
Ah Alors, ben, pour la différencier du fromage hollandais d'origine, qui lui est jaune clair parce qu'on conserve la teinte naturelle que le fromage prend à partir du lait qu'il a, on a mis du roucou pour pouvoir différencier la mimolette française de la mimolette hollandaise. En fait, en principe, c'est un fromage qui date de l'époque de Louis XIV. Alors, vous vous rappelez que Louis XIV avait un ministre très célèbre qui était Colbert. oui. Et comme Louis XIV essayait, je dirais, de redresser les finances de la France, étant donné qu'il avait une propension à la dépense de manière somptuaire, hein, il fallait que le commerce en France soit un commerce qui était en autosuffisance, mais qui puisse exporter, mais qui ne devait rien importer. Alors c'est la raison pour laquelle, sous Colbert, on a pratiqué un régime qu'on a appelé le colbertisme, qui consistait à faire venir, je dirais, toute une série de personnes compétentes d'ailleurs, de manière à produire en France ce qu'on ne désirait plus acheter. Et c'est ainsi qu'on a produit les porcelaines de Sèvres et de Limoges en France, qu'on a produit la mimolette dans le nord de la France, pour remplacer les dames, qu'on a fait venir des verriers de Venise et de Murano afin de produire les glaces du palais de Versailles en France et non pas les importer d'Italie. C'est ainsi qu'on a créé toutes les tapisseries d'Aubusson pour ne plus importer les tapisseries de Bruxelles. Euh, et donc, le fromage la mimolette date de l'époque, je dirais, de Louis XIV, où on a voulu produire en France ce qu'on ne souhaitait plus acheter à l'extérieur. Mhm, mhm. D'accord. Voilà. Bon, j'ignorais. Donc, on va éventuellement colorer, par exemple, un fromage comme la mimolette avec du rocoux dans la pâte elle-même, hein, et on va donc après laisser le fromage s'affiner. Alors, soit qu'on va veiller à ce qu'il produise une croûte naturellement, c'est le cas par exemple de la mimolette, soit qu'on va éventuellement enrober les fromages avec une couche de paraffine naturelle ou artificielle. Paraffine, disons que c'est plutôt la version, je dirais, artificielle de la cire, de manière à les protéger des moisissures extérieures et à ne pas devoir les laver. C'est le cas des goudas. Les Ah goudas, oui. ils sont protégés d'une couche de cire jaune, de manière à ne pas devoir les laver tous les jours pour empêcher qu'une moisissure indésirable se développe à leur surface. Mais on peut très bien laver ces fromages avec une eau salée, comme tout à l'heure les fromages à pâte molle euh, croûte lavée, de manière à empêcher qu'il y ait l'arrivée de moisissures parasites. C'est le cas par exemple des fromages d'abbaye. Les fromages Oui. d'abbaye sont particulièrement connus dans le nord de la France et en Belgique, parce que toutes les abbayes de type cistercienne, trappiste, etc., produisaient pour leur propre consommation des fromages, je dirais, à l'intérieur de leur terre. Alors, il y a parfois des fromages de type abbaye qui sont également colorés au roucou. C'est le cas du fromage de l'abbaye d'Orval, qui existe encore et qui est toujours produit à l'abbaye d'Orval. Donc, il a une croûte orangée parce que on y met du roucou pour, je dirais, donner une teinte particulière qui est jolie finalement et qui est orangée. Les fromages de type d'abbaye sont souvent des fromages dont on n'a pas encore parlé au niveau de la forme. C'est une forme de parallélogramme. Ah oui. Donc, une espèce Oui. de brique ou de boîte de cigares, par exemple. Oui, oui, oui. Voilà. Mhm. Alors, vous avez les fromages à pâte dure. Alors, les fromages à pâte dure, attendons-nous, au départ, ils viennent d'une famille qui prédispose à la pâte dure. Ce sont les fromages de type Emmental, de type Gruyère, de type Comté. Alors, ces fromages proviennent d'un lait qu'on a chauffé au-delà de 50 degrés, généralement entre 50 et 58 degrés. Alors, le fait de chauffer le caillé provoque enfin, donne une pâte qui est plus dure, qui est plus résistante, une pâte qui va mieux tenir dans le temps, qui va permettre au fromage d'avoir d'abord de très grosses meules. Hein, on a des meules qui vont jusqu'à 70 kilos. Ça, Oui. c'est pour le cas des fromages en France, de type Emmental français ou comté. Mais on peut avoir des meules encore plus grosses éventuellement. Hein. Alors, le fait d'avoir de très grosses meules ben, permettait tout simplement de conserver les fromages beaucoup plus longtemps. Et Oui. là, au niveau, par exemple, de l'intérieur du fromage, on a encore des différences. On a des fromages qui font peu ou pas de bulles, et on a des fromages qui font de très grosses bulles. Les bulles, à quoi elles sont dues? Elles sont dues à une fermentation secondaire dans la pâte. Et vous avez parfois des bulles anarchiques. Par exemple, l'Emmental doit faire des bulles qui sont rondes, mais qui sont régulières et qui sont éparses. Mais quand vous avez une fermentation qui est incontrôlée, qui est donc une fermentation problématique,
vous avez des bulles dans tous les sens qui vont jusqu'à déformer le fromage. Ça peut arriver avec de l'emmental, par exemple. Alors, on produit de l'emmental. C'est un fromage dont le nom est galvaudé. Normalement, c'est un fromage qu'on ne produit que dans la vallée qui porte ce nom-là en Suisse. Oui. Mais on produit de l'emmental en France, on en produit en Finlande, on en produit en Allemagne. Euh, Comme le gruyère, c'est un fromage dont on a usurpé l'identité. Hein. Je pense que Mhm, les mhm. Suisses, s'ils avaient été peut-être un peu plus, pas dire plus malins, mais plus adroits, auraient dit voilà, chez nous on produit du champagne, hein, parce qu'il y avait une localité en Suisse qui s'appelait Champagne, sur laquelle il y avait des vignes. Alors les Suisses produisaient un vin qu'ils appelaient du champagne. Et ils le faisaient tout à fait légalement, puisque leur commune s'appelait comme ça. Alors, le comité interprofessionnel du vin de Champagne a réagi en disant, on fait la chasse à Champagne de manière à ce qu'ils ne puissent plus produire du champagne. Donc, évidemment, il y a eu un accord financier certainement qui a permis à la région champenoise d'avoir le monopole de l'appellation. Et les Suisses auraient dû dire à ce moment-là, bon d'accord, nous ne produisons plus de champagne et vous ne produisez plus non plus ni Emmental ni Gruyère. Absolument. Ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, oui. Hein, ce Mhm. qu'ils n'ont pas fait. Alors, il y a eu la guerre avec le Roquefort, rappelez-vous, hein. Oh là Les là. Grecs produisaient du Roquefort. Les Français ont dit on ne produit plus de Roquefort. Là-dessus, les Grecs ont dit vous ne produisez plus de feta. Alors, Mhm. la France ne l'entendait pas de cette oreille-là en disant mais non, on produit de la feta. Non, 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 non. La feta, c'est chez nous. Et si vous ne voulez pas ne plus produire de feta, nous allons reproduire du Roquefort. Voilà. Donc, ça s'est réglé également de manière assez financière, j'ai l'impression. Donc, vous avez des fromages à pâte dure. Alors, dans les fromages à pâte dure, ben, vous trouvez non seulement ceux que je viens de citer, mais vous trouvez également les fromages italiens de type parmesan, qui eux vont Oui, se conserver encore beaucoup plus parmesan, longtemps. pecorino. Parmesan, pecorino, tous des fromages qui sont généralement utilisés râpés Oui, oui, sur les pâtes. Hein. oui, oui. Alors, il y a encore une catégorie de fromages dont on n'a pas encore parlé et qui est quasiment propre à l'Italie. Ce sont les fromages à pâte filée. Oh, Alors, qu'est-ce un que c'est fromage à pâte ça? filée, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mozzarella. Ah oui, ah Alors, ce oui, sont des pâtes qui sont travaillées après que le caillé eut été obtenu. On va brasser, on va mélanger ce caillé et il va former des fibres oui, dans l'eau chaude dans laquelle on va le mélanger. Et alors, pour former les boules de mozzarella, quand ça se fait naturellement, hein, parce on peut évidemment les fabriquer à la machine, c'est assez curieux à voir. On voit les ouvriers qui sont autour de la marmite ou de la bassine dans laquelle se trouve le cahier. Alors, ils s'emparent avec la main de la masse du cahier et puis ils ont l'habitude, ils resserrent le poing, ils resserrent la main et ils emprisonnent une partie de la masse du cahier sous forme d'une boule. Ils font évidemment des boules qui ont toutes la même taille, ils ont l'habitude. Hein. Et puis en refermant, je dirais, le pouce et l'index l'un sur l'autre, ils arrachent la boule et ils ont la boule qui est formée et qu'ils remettent dans de la saumure par ailleurs. Et alors c'est ainsi qu'ils font la mozzarella fumée. Vous avez déjà vu sûrement oui, oui, dans j'ai les vu ça. marchés des fromages en forme de boules qui pendent avec des Oui, cordes comme ça. Hein. oui, oui, Eh bien, lorsque vous faites l'opération d'extraire les boules de mozzarella, vous les attachez après avec une ficelle et puis vous les passez au fumoir et vous avez ainsi une protection du fromage des parasites, puisque le fromage fumé est protégé, comme l'ail fumé ou l'échalote ou le non fumé est protégé des parasites, et on le laisse vieillir, et on a comme ça un fromage qui s'affine en étant brun et fumé à l'extérieur. Ça, ce sont les pâtes filées. Alors, vous avez encore une autre famille, qui est la famille des fromages réalisés à base du sérum du lait. oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Les En séracs. réalité, moi, je connais les maquets en Belgique, Ouais, dont que ma maman fabriquait de cette manière-là. ouais. Lorsqu'on réalise du beurre soi-même en baratte, le beurre ne représente qu'à peu près 40% de la crème qui est mise en œuvre, hein, parce que Mm. le beurre est fait à partir de matières grasses. Et alors, il y a un tout petit peu de liquide, un petit peu d'eau, de la caséine et de l'eau résiduelle de la crème qui passe dans le beurre, mais le beurre contient au minimum 84% de matière grasse pure. Et alors, vous avez évidemment quasiment, je dirais, 50% de la quantité de lait mise en œuvre qui consiste en un liquide qu'on appelle le lait battu. Alors, Oui, le lait battu à l'état naturel, c'est un liquide légèrement verdâtre, un peu translucide,
que l'on égoutte, que l'on récupère. Alors, dans le moins bon des cas, on le met à l'égout, ce qui maintenant est interdit. On pouvait le donner à manger aux cochons, hein, puisque c'est Oui. quand même un liquide qui est chargé de protéines. Ouais. Ou bien, on pouvait en faire du fromage. Alors, pour faire du Mhm. fromage, c'est très facile. On le met tout simplement dans un récipient qui peut aller sur le feu, une casserole. On allume le feu en dessous et on laisse le liquide coaguler. Et vous récupérez comme ça à peu près un tiers de la masse mise en œuvre sous forme d'un fromage Ouais. qui va remonter au-dessus dans votre casserole et que vous récupérez avec une écumoire et que vous déposez dans une étamine et puis que vous laissez goûter. Et vous avez comme ça un fromage de type fromage frais, mais qui a un goût un peu particulier, un goût un peu sûr, un goût un peu aigrelet, mais qui n'est pas mauvais du tout, avec une consistance un peu, je dirais, un peu de fromage à la fois à mi-chemin entre le fromage frais et le côté cheese finalement. Mhm. Alors c'est un fromage qu'on pouvait éventuellement bonifier. Alors comment faisait-on pour le bonifier? Comme il était extrêmement maigre, on lui rajoutait un peu de beurre qu'on écrasait à la fourchette, voire un jaune d'œuf, du sel et du poivre, Mhm. éventuellement des fines herbes. Et c'est un fromage qu'on mangeait comme ça sur une tartine nature ou bien, comme je viens d'expliquer, assaisonné. Donc ce sont les fromages qui étaient réalisés à partir, je dirais, de la fabrication du beurre. Et ce qu'on appelle le Alors il y a petit encore un lait. autre, le petit C'est- lait, mais disons chez nous on appelle plutôt ça le lait battu en fait, mais c'est le petit lait Ah effectivement. oui, oui. Ou alors Alors il y a également, En Bretagne, pardon, oui Guy, pardon, en Bretagne, c'est le lait ribot, le lait ribot, oui hein, tout à voilà. fait. Et on Oui, peut réaliser des tartes au fromage, fromage sucré avec ce fromage-là oui, également. oui, oui. Alors, il y a encore un autre type de fromage dont je n'ai pas parlé, ce sont les fromages de type fondu. Alors, les Ah fromages de oui, type fondu, on les rencontre très très peu au niveau des plateaux de fromage parce qu'on les juge peu gastronomiques, mais il y en a quand même un ou deux. Il y a entre autres les fromages de type fromage aux noix, de type rambol aux noix, etc. mhm, Ce sont des mhm. fromages fondus, mais que l'on trouve parfois sur les plateaux. Hein, sinon, bon, vous avez les fromages qu'on vend comme ça en barquette, qu'on vend en petits cubes à l'apéritif, etc., qu'on aromatise à toutes sortes de choses, qui sont parfois très liquides. Lorsqu'ils sont vendus en barquette, ce sont généralement des fromages très liquides. Et puis, lorsqu'ils sont vendus en petits cubes emballés individuellement, ils sont un peu plus solides pour être manipulés. Oui, Je oui, me oui. demande, je pense que la cancoyote est également un fromage de ce type-là au départ. Quand Ah on oui, l'ajoute ouais. oui, voilà. Mhm. Alors, la dernière famille, c'est une famille que moi j'appelle les fromages affinaux transformés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fromages-là? Ce sont soit des fromages qui sont réalisés carrément en industrie, soit des fromages que l'affineur réalise lui-même un par un. Je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez la boulette d'Avenne? Oui. Alors, la boulette d'Avenne, qu'est-ce que c'est? C'est un fromage qui est réalisé à partir des maroilles abîmées, des maroilles qui sont cassées ou qui ne sont pas présentables. Ah oui. Alors, sans attendre que le maroilles soit affiné, on voit ceux qui ont été abîmés, par exemple, au moment de la manipulation. On va les moudre, on va donc les concasser. Alors, on va les assaisonner. On les assaisonne généralement avec du poivre et avec de l'estragon séché. On va les remouler en forme de poire et on va rouler la poire en question, soit dans du paprika, soit dans du roucou, de manière à Mhm, donner cette couleur particulière, mhm. orangée ou rougeâtre au fromage. Alors ça, c'est la boulette d'Avenne. Alors vous avez un fromage qu'on réalisait anciennement en Belgique à partir de fromage de Bruxelles. J'ai déjà parlé du fromage de Bruxelles en disant que c'est un fromage qui est un fromage frais à la base, mais qu'on allait affiner pendant 6 à 8 semaines dans des sacs de toile de jute et qui Ah allait oui. prendre une coloration et un goût extrêmement prononcés. Il n'y a plus que un ou deux fabricants réellement dans la région bruxelloise et une des dernières laiteries qu'il produisait a revendu il y a 20-25 ans, je dirais, son brevet ou sa fabrication à la laiterie qui s'appelle la société Herve Société qui se trouve dans l'est du pays où on fabrique le fromage de herve industriel. Mhm. Donc, le fromage en question a perdu quand même une partie de son authenticité. Mais comme Oui. c'est un fromage particulièrement salé, figurez-vous que dans certains cas, le taux de sel pouvait monter à 10%. Ça situe un petit peu. Wow. C'était pas le cas de tous, heureusement, hein. Oui, Généralement, on se contentait de 3-4%. Mais même oui, 3-4%, c'est déjà très fort, hein. oui. Eh bien, ce fromage-là étant tellement, tellement fort et tellement salé, on le mélangeait avec la même quantité
de fromage blanc nature. Donc on le mélangeait, alors on ajoutait de l'échalote, on ajoutait du poivre, on ajoutait éventuellement un peu de beurre parce que c'est un fromage qui était très maigre, et alors on ajoutait un petit peu de gueuse. Donc la gueuse, c'est cette fameuse bière de la Oui. région bruxelloise. On le remettait dans un pot et on le laissait, on couvrait le pot et on laissait mûrir le fromage plusieurs jours dans un endroit tiède, hein, près d'une fenêtre par exemple, hein, au soleil. Et alors on appelait ce fromage-là le pottekees. Alors pottekees, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, En flamand, kees, ça veut dire casse et casse, ça veut dire fromage et pottekees, le fromage qui était dans le pot tout simplement. Ah oui, Alors oui. certains fromagers artisanaux continuent à fabriquer du pottekees et à le vendre aux clients. Ça, c'est un fromage affinot transformé. Autre type de D'accord. fromage affinot transformé, ce sont les fromages qu'on réalise soi-même de la manière suivante. On prend par exemple un camembert, on prend éventuellement un coulommiers, on peut prendre un brie, mais c'est un petit peu plus difficile à fabriquer. Et avec un fil à couper de beurre, on coupe le fromage dans son horizontalité. On fait généralement ça avec des fromages à pâte molle croûte fleurie. Et puis, on prend, par exemple, de la pâte de truffe et on met une couche généreuse de truffe ou bien on coupe des lamelles de truffe, je dirais, entières, naturelles, Oui, et on en fait une couche au milieu du fromage. On oui. remet le couvercle et on laisse ensuite le fromage affiner pendant quelques jours. Et on a comme ça un fromage qui va développer un goût de truffe extraordinaire Hmm, et qu'on hmm. peut servir en tant que fromage unique lors d'un repas parce qu'il est super, il est extraordinaire. Ça, c'est un fromage affinant transformé. Alors, dans la catégorie donc des fromages affinaux transformés, un fromager ici en Belgique travaillait lui-même et produisait lui-même un fromage à base de chaours. Il coupait le chaours lorsqu'il était encore, je dirais, frais, non affiné ou peu affiné. Et alors, il mettait une toute petite couche, je dirais, d'un extrait de ou de fraise, ou de framboise, ou de myrtille. Ah Alors, je oui, sais maintenant ce que c'est que cet extrait en question, hein. C'est tout simplement un extrait qu'on trouve pour aromatiser les crèmes glacées, hein, parce oui, que c'est vraiment, ce n'est pas de la confiture, hein, c'est vraiment quelque chose de plus puissant. Et ouais. alors, il remettait la deuxième moitié du fromage dessus, il le laissait s'affiner, et vous aviez un résultat assez surprenant. C'est qu'à la découpe, vous aviez une ligne rouge ou une ligne Ah oui, violacée comme ça au oui, milieu, hein, oui. et vous aviez le goût qui s'était diffusé sans que ce ne soit en dénaturant le produit. En réalité, vous aviez un petit goût comme ça de fraise, de framboise ou bien de myrtille, mais qui ne changeait pas l'entièreté du goût du fromage. Et Oui, alors, son ouais. astuce, c'était de dire, ben voilà qu'il disait au restaurateur, hein, lorsque vous avez un plateau de fromage et que vous arrivez avec le plateau, souvent les dames disent, oh mais non, moi j'ai suffisamment mangé, et puis le fromage, c'est un peu lourd, c'est un peu trop goûteux après un repas, etc. Mais madame, écoutez, j'ai ici un fromage qui va vous convenir absolument. C'est un fromage affiné à la framboise, c'est du chaours à la framboise, et vous verrez, le goût est subtil, le goût est léger et le fromage lui-même est léger. Bon, en n'oubliant pas que le fromage de type chaoux, c'est un fromage relativement riche et relativement gras. Mais c'est Oui, vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Alors, si on n'a pas, évidemment, le produit en question, parce que il est difficile à trouver le produit qu'on met à l'intérieur, il faut aller dans un magasin spécialisé, hein. Et puis, il faut acheter l'entièreté du contenant, du pot, donc ça ne va pas. Mais on peut très bien affiner son fromage en mettant une confiture de framboise maison, une petite couche, hein, oui, et on laisse pourquoi le pas. fromage Oui, s'affiner de lui-même. Le oui, plus facile à faire, c'est finalement le fromage. Lorsqu'on met de la pâte de truffe, hein. On va dans un oui, magasin ou dans un oui, traiteur italien, on achète la sauce aux truffes, ça ne coûte pas encore trop cher, et on peut mettre une couche comme ça de fromage, à condition d'acheter. Moi, le fromage que je conseille pour le faire, c'est le coulommiers, parce qu'il ah n'a pas oui, un diamètre trop grand et on le coupe assez facilement en deux. oui, Alors, oui, on le prépare 2, 3 jours avant Noël et oui, puis on le laisse affiner. Alors, on peut également affiner ce fromage, que ce soit un fromage, disons, ce sont les fromages à pâte molle, croûte fleurie ou croûte lavée qui s'affinent le mieux chez soi. On peut aussi mettre, par exemple, de l'algue. On vend ah des oui, algues séchées absolument. de un mélange de deux, trois algues différentes. Généralement, c'est trois algues Oui, différentes qui oui, sont de couleurs différentes. Il y a des algues vertes, des algues brunes et des algues rouges. On parsème comme ça généreusement le fromage et alors on remet la deuxième moitié, on le laisse affiner. On peut également affiner des fromages avec des herbes de Provence. On prendra à ce moment-là plutôt un fromage de type fromage de chèvre. Et oui, on peut également utiliser un fromage de chèvre de type camembert de chèvre. Ça marche oui, très très bien. oui, oui, tout Hein. à Et on met à fait. ce moment-là
des herbes de Provence, on peut mettre des olives concassées, on peut Oui, mettre des tomates semi-confites, et donc des tomates tout à séchées fait, tout à fait. semi-confites. Oui, On peut oui, mettre de l'origan, on peut mettre du romarin, on peut oui, oui, il mettre y a toutes les de la possibilités. sarriette, de la sauge, du Et thym. chez nous, euh, voilà. les tonnes de Savoie sont affinées avec du marc de raisin. Oui, mais ça, c'est à l'extérieur, évidemment. C'est à l'extérieur, oui, oui. Moi, je parle ici de fromage Oui, dont on on va coupe, changer tout que simplement l'on va couper. l'intérieur, hein, Oui, donc oui, voilà. d'accord, 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 d'accord. OK. Et alors, le plus célèbre des fromages, c'est même presque un fromage cuisiné, en fait, hein. Il porte le nom de votre région. Et il Euh, est connu de tous les restaurateurs qui avaient une planche de fromage et qui devaient la rentabiliser. et alors, il y a la tome, il y a le... Hein. euh, C'est une question piège, là. oui, oui, vacherin. Non, 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 non. Non, C'est ce qu'on non. appelle un savoyard. Bah, Vous ne alors, connaissez pas le savoyard, ce que c'est? Non, non, je ne Du connais tout? pas. Non, Eh non. bien, le savoyard est un produit que l'on réalisait à partir des restes de plateaux de fromage, mais en n'utilisant pas n'importe quoi. On utilisait du fromage à pâte molle de Oui, type camembert, donc, hein, du oui, fromage à pâte molle de type herve, de type maroilles, et éventuellement du fromage bleu. Alors, les oui, proportions étaient les suivantes, à peu près 2 parts de fromage bleu, 3 parts de fromage type camembert, et puis 2 parts de fromage type baroil ou autre. oui, Alors, on écrasait les fromages en question, on oui, ajoutait du beurre, on ajoutait un peu de persil haché, on ajoutait un tout petit peu d'échalotes hachées qu'on avait fait suer, et oui, on ajoutait un tout petit peu de cognac et du poivre. On mélangeait le tout, et ensuite on remettait ça dans un petit pot. Et on présentait ce fromage-là sur le plateau, et alors, c'est un fromage que l'on mange généralement, bon, sur du pain évidemment, mais qu'on pouvait manger également sur des toasts fraîchement grillés. tout Ça à fait. s'appelle un savoyard ou un mortier ou Eh un bien, vigoureux. On donnait euh, 3 noms. ah d'accord, c'est la première fois que j'entends parler de ça, de cette C'est forme-là. vrai. Absolument, Guy, je te jure. Ça, Alors, c'est ça, quelque chose qu'on apprenait dans les écoles hôtelières à l'époque où j'ai fait mes études, hein. d'accord, alors moi je ne suis pas allé à l'école hôtelière, Alors, je ne... c'est un fromage qu'on devait faire avec, je dirais, les morceaux quand on arrive à la fin d'un fromage, Oui, oui, il oui, reste j'entends bien. souvent un petit bout, hein, et qu'on ne Oui, savait pas remettre sur le plateau du lendemain tout à fait, ou du tout à fait. service suivant. Eh Alors, bien, on récupérait les morceaux, oui, on les écrasait finement à la fourchette, on ajoutait ce que je viens de dire, et oui, alors on les présentait sur le plateau, et c'était une manière de réutiliser donc tout à les bouts de fait. fromage. Il fallait Alors, simplement enlever les croûtes lorsqu'elles étaient un peu trop oui, consistantes. oui, oui. Chez moi, en Dauphiné, bon, j'habite en Haute-Savoie, mais je suis natif du Dauphiné, on appelle ça la petafine. Donc, c'est C'est effectivement, possible. Je ne connais pas le nom, oui, mais oui, c'est la petafine. Donc, c'est tous les fromages, les vieux fromages qui restent, que l'on va mettre dans un bocal, soit en verre, soit en terre. ah oui, ok, On va oui, mettre des gousses d'ail, on c'est peut ça, mettre, oui, oui, on va mettre du thym, on peut mettre différentes choses, et on les noie oui, de oui, vin oui, blanc. oui, On met du vin blanc. oui, j'ai Et déjà entendu parler de ça, tout à fait. voilà. Et si Mais on, ici, et- la recette est différente parce ah, qu'on tout a à une fait, espèce tout de à pâte à fait. tartiner, en fait. Oui, 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 oui. Oui, Alors, oui, oui. en Dauphiné, ça s'appelle la petafine. Alors, il y a tout un tas Ok, d'histoires avec. ça, j'en avais déjà entendu parler aussi. D'accord, Oui, d'accord. Mais le savoyard, qui s'appelle aussi, tu me dis, vigoureux, ou bien le troisième, vigoureux ou mortier. ou Mortier. mortier. J'apprends quelque chose. Merci, Guy. Et alors, il Je, y a encore une autre catégorie de fromage qui est à la limite entre le fromage apprêté, le fromage conservé. Ce sont les fromages qu'on commercialise tout en les conservant dans une saumure ou dans de l'huile. Alors, vous avez là-dedans la feta, par exemple, hein, oui, qu'on peut évidemment acheter tel quel, mais qui est souvent oui, conservé oui, dans un dans filet, un mélange quoi. d'eau Oui, saumurée. oui. Et puis, vous avez les fromages de type feta qu'on conserve dans des bocaux avec de l'huile. Ça Ah peut être de oui, l'huile d'olive à oui, l'origine, mais de l'huile de tournesol le plus souvent. oui, c'est Et vrai. alors qu'ils contiennent des morceaux de tomates confites, éventuellement des olives, Oui, des herbes de Provence, et qui se gardent comme ça en bocaux pendant plusieurs semaines sans aucun problème, oui, oui, et oui. puis qu'on peut consommer, je dirais, au fur et à mesure des besoins, qu'on peut Mhm. également ajouter dans des salades, qu'on peut ajouter
dans des mises en bouche pour l'apéritif, etc. Ouais, ouais. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne dans les familles de fromage. Je pense que j'ai tout cité. Il y en a tellement. Euh, et je vous dirai, voilà, euh, les plateaux de fromage, j'en parlerai lors d'un prochain épisode. Mhm. Et en vous disant simplement ceci, c'est qu'on doit respecter certaines règles. Alors l'idéal, c'est d'avoir des fromages de tous les laits. Donc d'avoir des fromages d'au moins trois laits, les trois laits principaux, c'est-à-dire vache, brebis Et et chèvre, chèvre. ouais, ouais, D'avoir des fromages qui ont des formes différentes, qui ont des états de maturité différentes, qui ont des goûts différents, qui ont des couleurs différentes et qui ont des provenances différentes. Ça, c'est vraiment le jeu, je dirais, de celui qui élabore un bon plateau de fromage, c'est de réussir ce pari-là, c'est d'avoir toutes ces familles de fromages qui sont représentées, donc avoir au moins 6 ou 7 familles et ouais, de contenter, je dirais, un maximum de monde en ayant des oui, fromages doux et en ayant des fromages forts pour ceux qui aiment. Mais oui, ça, oui, oui. je vous donnerai lors du prochain épisode mon plateau de fromage coup de cœur, mon plateau de fromage idéal. D'accord, d'accord. Et alors après, bon, je suppose que tu vas en parler, mais peut-être dans un autre épisode encore, c'est avec quel pain, quel type de pain, parce que là Les aussi, pains et les accompagnements qu'on peut mettre pour les différents types de fromage. Tout à fait. absolument, de la confiture Ce de sera dans figues, le de prochain coin, épisode. et aussi, que Et pas boit-on? que, et pas que, et pas que, et pas que boit-on exactement. Donc on parlera de tout ça. On Donc parlera c'est, de ce qu'on mange et de ce qu'on boit avec le fromage. bon, formidable. Mesdames, Messieurs, vous voyez, le programme est très chargé, hein, parce qu'effectivement, le fromage, c'est vraiment une ressource absolument extraordinaire dans notre repas. Merci beaucoup, Guy, À bientôt, Claude. et à la semaine prochaine pour continuer cette histoire extraordinaire autour des fromages. Merci, Guy, mesdames, messieurs, bye bye. Faites-nous vos commentaires, posez-nous vos questions. À très bientôt. Au revoir, À très Guy. bientôt.